Avertissement, durant cet épisode de TSLP, nous parlerons de suicide. Si ce sujet est un déclencheur pour toi, s'il te plaît, prends soin de toi en contactant TLE au 1-800-567-9699. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre des mots vraiment pas gentils. Moi, je trouve que c'est dangereux de me mettre un bat dans les mains et de me demander de frapper le vent, là. C'est comme, non, c'est... Et... OK, j'en prends note. Oreille chaste, s'abstenir. C'était le week-end idéal pour un meurtre. Hey, fais-moi pas ça, je suis tellement concentrée que tu me parles de filles défigurées. Des adolescentes se retrouvent pour une fin de semaine à la montagne, 8 ans après qu'un incendie eut défiguré l'une d'elles et entraîné la mort de sa sœur lors d'une pyjamade. Lors de pyjamade. Tu veux boire un coca? Quoi? Tu veux boire mon coca? Ton coca? Pourquoi tu veux boire mon coca? C'est quoi ça? Je comprends pas. Je suis déstabilisée, là. Tu veux pas boire mon coca? Non, j'ai un peu, c'est correct. C'est quoi le coca? C'est une métaphore? Pourquoi? Ah ben, c'est parce que je fais une scène. Des incidents se produisent qui semblent indiquer que l'une des jeunes filles est à l'origine du drame. Je pense voir des confettis de cette potion. Ma taille d'oreiller est plume. Overdose. C'est ça votre collant? Il a l'air sur le bonbon. Non, comme une soirée pyjama. Cette nuit-là, Construisez votre forteresse comme une montagne. frisson numéro 4. Bon moment présent tout le monde et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur Roger Cormier et aujourd'hui, je suis en compagnie de un rendez-vous pris il y a 1 an et 1 mois avec Bjorn San Giovanni le Parti. Yes, bonjour. Merci à l'invitation. Après 13 mois d'attente, c'est un privilège, Bruno, d'être... 13. Avec toi ce soir, on dirait que je rencontre un idole. Je voulais te présenter autrement, mais finalement, j'ai été trop pressé. Mais regarde qu'est-ce que j'ai ici pour te montrer. Je me considère chanceux d'avoir ça. J'ai les premiers prints des masters mon Dieu. de Madonna. Non, je vais m'évanouir. Wow! Des bijoux. Ben, à un moment donné, là, en tout cas, avant, si on enregistre un autre frisson, on se pluggera plus de bonheur, puis on l'écoutera. Je pluggerai ma table tournante, là, bon, on pourra écouter comme... Un petit apéro Madonna avant le... C'est excellent. Ben, tu sais, c'est parce que I guess que tu pourras m'en apprendre beaucoup. C'est quand même la mère queen de ma queen à moi, tu sais, fait que c'est comme... Exact. C'est on pas est rien. connectés, mais veux pas, t'as plus moi. Ben oui, mais c'est juste que moi, Madonna me fait peur un petit peu. Moi, je l'aime pareil. Ben oui, non, mais avoue que si elle dit shut the fuck up, tu chies à terre, là. Comme, moi, ça me. Oui. Oui. C'est ça. Oui. J'aurais, oui. Tu me dis ça, puis je tu sais, comme Britney qui dit shut the fuck up, tu ris. Tu sais, comme, pis c'est pas parce que je la prends pas au sérieux, mais tu sais, je pense pas qu'elle te le dirait même. Madonna qui dit shut the fuck up, il y a plus un organe qui fonctionne en dedans. C'est vrai. Ah, cette nuit-là. Ah, c'est ça qu'on a lu, là. Cette nuit-là, frisson numéro 4. Ah. Moi, c'est un de mes préférés. C'est pratiquement être comme une vierge. Oh! Numéro 4, à vous. Ben oui, c'est vrai. Hey. Et si je me trompe pas, je pense que Like a Virgin, comme une vierge, c'est le single numéro 4 au même temps. Hein. Arrête, c'est pas vrai. Ben, numéro 4 ou 5, là. Ouais, non, peut-être 5. Hey, si c'est ça, là, est-ce que tu viens de me donner un frisson? On se donne des frissons, ça se compte pas. Fait que là, ça, c'est toi qui l'as choisi. Oui. Pourquoi t'as choisi cette nuit-là? Ben moi, personnellement, c'est un de mes préférés, mais c'est le premier souvenir que j'ai de frisson, c'est le cover. C'est ce roman-là. Ah. Je crois que c'est à cause que c'est le setup de l'hiver. Moi, tout ce qui est hiver, tempête, chalet, le feu, moi, je tripe, là. C'est comme des gens partant, tu moi avec ça. Fait que c'est vraiment dans mes plus loin souvenirs de frisson, c'est ce livre-là, le premier que j'aurais lu. Là. Fait que c'est sûr que c'est mon petit, c'est un de mes préférés. Ben, ouais, c'est vrai qu'il est très attirant. Il est beau, il est bleu, puis
en anglais qui est presque pareil quand tu le regardes là, comme ça. Ah, j'avais jamais vu. C'est l'espèce de fille aussi dans la fenêtre qui est ouverte avec la petite chandelle que tu vois pas à côté. C'est-tu quelqu'un ou c'est comme une patère? Ou... On dirait quelqu'un, c'est louche, c'est mystérieux. En fait, c'est un roman, je trouve, qui est mystérieux, puis le build-up est comme tout le temps des mystères, des affaires. En tout cas, moi, je tripe à fond sur ce livre-là, même si évidemment, c'est hyper quétaine, over the top. Là, c'est frisson. Ben, il est pas si pire que ça à côté d'R.L. Stine. C'est Christopher Pike, celui qui a écrit la série de Midnight Club. Ben, en fait, pas la série. Le livre de Midnight Club qui est sur Netflix. C'est comme dans la même lignée de livres là, qu'il avait fait là, justement dans ce temps-là. Il avait fait aussi Weekend, qui est un week-end très spécial. Ouais. Mais celui-là, il est quand même assez particulier pour deux choses que moi, je me rappelle quand que j'étais petit. Un, il n'a que 7 chapitres. Oui, c'est vrai. Les chapitres sont interminables. Oui, surtout le 6e ou 7e. Ouais, le 6e, c'est le plus gros, je ne me trompe pas. Il est vraiment long. Et le résumé en arrière est minuscule. Fait que tu sais, c'est quand t'en avais un rapide à faire un résumé à quelqu'un, là, ben, tu fais juste sortir celui-là. Puis lui, cette nuit-là, si tu lis slow, tu sais, ça va être comme le plus... Moi, je trouve qu'est-ce qui m'a marqué, je vais le dire, je vais te le dire d'ici la fin du podcast, je trouve que ça a été un film, je trouve qu'il a été parfait pour le cinéma, ce film-là. Oui, puis un bon setup d'hiver. En paille, le chalet, je sais pas, ça pognerait, là. Ça l'aurait pogné, en fait. Puis la gang de nunuches. Oh my God, il faudrait qu'on le caste. Parce que je me rappelle là, qu'il y a de la chicane de filles là-dedans. Là. Fait que sur ce, je vais aller te lire le teaser de cette nuit-là pour se mettre dedans. On va aller se réchauffer. Je t'écoute. Du feu et de la glace. Nous ne t'avons jamais parlé de Nelly. Dit Lara à Céleste tandis qu'elle s'approche de la maison. Elle faisait partie de notre groupe lorsque nous étions petites. Elle a déménagé quand nous avions 10 ans. Nelly n'a pas eu une vie facile. Ajoute Diane doucement. Pourquoi? Demande Céleste. Elle a été victime d'un accident à l'âge de 9 ans. Répond Lara. Elle a eu le visage et les mains brûlées. Elle a dû subir des interventions de chirurgie plastique, ce qui est très douloureux. Ça a l'air d'aller maintenant, mais nous n'arrivons pas à oublier car, vois-tu, ce qui lui est arrivé, c'est un peu à cause de nous toutes. Y a-t-il eu d'autres blessés? Interroge Céleste en se baissant pour faire une boule de neige. Non! Réplique vite Diane. Non, personne d'autre. Répète Lara tout bas. Ce n'est pas vraiment un mensonge. On ne peut pas dire que Nicole ait été blessée. Elle est morte. Oh là là! Ça commence. C'est violent comme... Oui, comme... oui, c'est bang d'une shot, là. On n'est pas grave dans ce roman-là. Oh, j'avais tellement sous-estimé ces petits teasers-là au début, là, dans le temps. T'sais, là, celui-là, c'est le fun parce qu'il y a vraiment rapport avec l'histoire. Oui. Il te mislead pas sur rien comme dans Fête sur la plage, exemple. T'sais. Alors, allons tout de suite dans la fiche technique de cette nuit-là. Cette nuit-là, frisson numéro 4, écrit par Christopher Pike et adapté par le Québec par Brigitte Ama. C'est la première fois que je lis celle-là, cette traductrice. Alors, bonjour Brigitte, merci pour cette nuit-là. Oui, merci beaucoup. C'est rare que je dis ça des femmes. Publié durant le 4e trimestre de 1990 aux éditions Héritage Jeunesse et contient 152 pages. Et on n'oublie pas, juste 7 chapitres, pas facile. Titre original Slumber Party. Et on n'oublie pas que Britney Spears elle a une chanson qui s'appelle Slumber Party oui, aussi. Sur l'album. Attends une minute, Britney Jean, non? Glory. Non, Glory, mon Dieu. Oui, Glory, alléluia. Une couple de recherches à faire sur Britney là, pour être à ton niveau. Là, j'avoue, je vais faire mes recherches. T'as juste écouté Terreur sur le pod, tu vas tout apprendre. Oui, j'ai un python. C'est Dieu qui nous parle. Est-ce que t'as un python bitch en mode down, non? Pas encore? Non, mais il faudrait que je l'ajoute, par exemple. Hein? Ben oui, bitch en mode down, ça serait mal. Ouais, hein, j'aurais dû. Ah, il était cool le clip de ça, par exemple. J'aurais bien aimé. Ouais. Iconique. Attends un petit peu, là. On parlait de Britney et Madonna. Oui, là, on a perdu le nord. OK. Original, oui. Slumber Party. Ben, c'est ça. Là, c'était pas notre faute. C'est la faute de Christopher Pike. Publié le 1er janvier 1985. Aïe, aïe, hein? C'est vieux. Pareil, c'est quand même... C'est avant Frisson. Parce que le premier Frisson a été écrit en 88, je crois. Fait que ils ont été plongés dans le passé de Christopher Pike. Aux éditions Scolastiques, sous la bannière Pointe et contient 176 pages. Je ne l'ai pas lu en anglais. Je ne sais pas si ça peut être juste la disposition des pages, mais j'ai comme l'impression qu'ils ont coupé peut-être des petits bouts en français. Oui. Des fois, ils adaptent, là. Il a reçu un total de 18 éditions, dont 1990, 1995, 2001 et 2004.
2004, ça doit être la version Kindle. L'autre version française aux éditions J'ai lu s'appelle Diaboliquement Vôtre. Il était bleu. Traduction française. Je ne sais pas c'est qui l'a traduit cette fois-là. Et c'était la fiche technique. Puis c'est très différent, hein, les traductions françaises et les traductions québécoises. On voit vraiment, je ne sais pas ici, j'ai l'impression que c'est vraiment des romancières traductrices, comme Chloé, elle expliquait, qui ont adapté à notre couleur et au Québec pour qu'on comprenne bien le langage. En France, je suis en train de lire en ce moment La Moisson de la collection de Buffy, parce qu'on est en train d'enregistrer ça, là, moi puis Steph, puis je suis en train de lire justement les premiers livres de Buffy, voir ce qui se passe dans sa tête. T'sais, Buffy a mal. Savais-tu ça que Buffy a mal, toi? Ben, tu viens de m'apprendre ça. Je vais l'apprendre avec ton podcast sous peu. Hey, tu l'apprends avant tout le monde. Buffy a mal. Oh mon Dieu, pauvre Buffy. Hey, mais ça, juste une petite parenthèse, mais quelle bonne idée et quelle belle surprise, ce podcast sur Buffy. Ça va encore là, c'est la nostalgie des 90, c'est notre génération. C'est génial, c'est du pur bonbon. Fait que j'ai bien hâte d'entendre ça. Ça s'en vient, puis crois-moi, comme on a commencé, là, on a un fun fou, puis vous allez tellement, tu sais, les parties, vous allez être tellement inclus parce qu'on veut les savoir, justement, là, vos histoires, puis les inclure dans le podcast. Non, ça, on va avoir ben du fun. Ben, des belles surprises qui vous attendent. Puis là, comme je disais, c'est ça, le livre que je suis en train de lire, qui est traduit en France, la danse des mots est pas pareille. Fait que quand je le lis, j'ai de la misère, ça me prend comme le double de temps à lire une page qu'au Québec, je suis habitué comment les mots sont placés dans les frissons, parce que sérieux, les mises en page de frissons, là, sont assez impeccables, merci. Là, je sais pas c'est qui est fait, là, mais... Je pense que ça fait partie du succès, hein, les frissons au Québec, c'est parce que justement, c'était vraiment adapté pour le marché du Québec, là. Fait qu'on était clairement, sûrement, écoute, c'était pour nous, clairement. Je pense pas qu'on aurait peut-être autant accroché si ça aurait été vraiment des livres qu'on a achetés de France ou fait en France directement. Non, Chair de poule, ça pogne plus autant. Comme ceux qu'il faut avoir, c'est vraiment ceux qui sont, je m'en ai dit doublés au Québec, mais ceux qui sont traduits au Québec, c'est tellement différent. Puis d'ailleurs, on va en faire la comparaison dans la saison 3 de Frissons sur le pod avec Marc de Horreur News en France. On va faire le même livre, le même Chair de poule, français et québécois, parce qu'il y en a un québécois qui est en route vers chez eux en ce moment, puis on va faire la même scène 2 fois. C'est ça va cool. être vraiment cool. J'ai hâte de voir ça. Nice. C'est ça. Fait que là, nous autres, là, ici, on a juste cette nuit-là, on n'a pas Diaboliquement Vôtre, mais je le recherche. J'aimerais vraiment ça le trouver si quelqu'un l'a. Ah oui, OK. Et je veux juste dire, parenthèse, qu'en arrière de Bjorn, il y a un poster de Baywatch, puis j'ai bien de la misère à arrêter de la regarder. Ça attire l'attention aux 3 filles en costume de bain rouge. Encore là, les années 90, la nostalgie est là. Hein, fait qu'il faut que j'aille mon petit photo. Parce que je me suis acheté le coffret. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai tombé sur un épisode à la Surprise 2, je sais pas quelle chaîne. Je me suis dit, hey, Baywatch. Il y a genre 14 saisons. J'ai acheté le coffret complet, puis j'ai écouté une saison, puis j'étais déjà à bout. 14! Écoute, j'ai écouté une saison, je peux pas continuer. Là, c'est vraiment too much. Là, mais... Ah, ouais, que c'est pas... Écoute, j'ai tellement... Ils sont tous sur Pluto TV, hein? Oui, en plus, tu sais, c'est tout ce qu'il y a gratuit. Hey. Amazon, je sais quoi. Mais, tu sais, c'est quand même du bonbon années 90. Des fois, ça fait du bien, là, de regarder les petits épisodes ici et là. Ça me remet dans l'ambiance. Mais les fight scenes là-dedans, là, moi, là, c'est, je vis pour ça. Tu sais, des fois, je switch entre Judge Judy puis ça. Puis là, entre les deux, le poste, il y a le temps de loader, puis tu vois comme, comment il s'appelle encore, là, David Hasselhoff, là, je pense. Oui. Il se bat avec genre quelqu'un qui a la moitié de son âge, là, puis il gagne. Puis il est super comme. Je suis comme, arrête, là, tu sais, c'est pas comme. L'histoire était complètement ridicule. Là. Quand c'était pas une attaque de requin, mais genre à 1 mètre de la. C'était le tueur en série ou l'itinérant qui tire dans les cabines, puis écoute, ça n'a aucun sens, là. C'est du. Ouais, ben, tu sais, on dit ça, puis, tu sais, on est des fans de Buffy, là, oh, oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Dans le fond, c'était les années 90, c'était the best. Il n'y avait pas Grease les années 90. Et secrètement de Charmed. Oh! Moi, j'aime Je me suis fait avoir. Moi, j'aime bien The Charmed. Ça aussi, c'était. Ah oui, mais c'est ça que je dis. Là, tu me sors des boires dans ma tête, là, genre pas. Ah ouais, ça. OK, cette nuit-là, focus. Cette nuit-là, 1985, on est capable, Est-ce que tu es prêt à embarquer dans l'histoire? Absolument, je suis prêt. Alors, Bjorn, laisse-moi te raconter mon frisson qui s'est passé cette nuit-là. Chapitre 1. Hey, j'ai lu ça le 7 août 2023. Quand même, hein? Tu l'as pas relu depuis?
Non, c'est comme genre vraiment probablement toi qui va me rappeler. Alors, chapitre 1. Lara, Diane et Céleste sont dans la voiture de Diane. Une VW? As-tu du sens? Ah, OK. Ah oui! Volkswagen. Écoute, moi, je conduis pas. Hein. C'est très rare. 39 ans, je conduis pas, mais c'est-tu Volkswagen? Une Volkswagen. Ouais, non, c'est quelque chose de même. C'est boy, OK. Mais ouais, tu vois, moi non plus, les affaires de voiture, là, ça me confuse. Puis là, c'est VW, c'est quand même assez simple, mais moi, si c'est pas écrit... Au complet. Ou, exemple, genre... Attends, je t'envoie la clé numérique de mon Celtos. Je l'aurais pas, ça. Tu comprends? Si c'est pas Mélissa qui me le dit, ça passe pas. Donc... Je recommence. Lara, Diane et Céleste sont dans la voiture de Diane, une Volkswagen, et arrivent à l'endroit où elles doivent se stationner. Elles aperçoivent la BMW de Rachel. Mon Dieu, Bruno, les chars aujourd'hui. BMW de Rachel et l'homme du stationnement qui ressemble au colonel Sanders. Colonel Sanders, c'est-tu le gars de Kentucky? De PFK, oui. Oui, okay. Exactement. OK. C'est bon. Ah ouais, OK. Ben, disons que c'est pas le plus bel homme sur Terre, mais le lendemain de veille, c'est toujours bon, un petit PFK, là. Je sais pas, moi, les 3 dernières fois que j'en ai mangé, j'ai été malade après, puis je me suis dit, peut-être pas pour moi. On va ça. C'est banni. On s'abstient. Exactement, on s'abstient. On s'abstient. Il leur dit qu'elles sont arrivées au Cèdre il y a moins d'une heure. Là, il parle, c'est ça, le colonel Sanders. Il leur dit que leurs amis sont arrivés il y a moins de 2 heures, pardon. Oui. Pour se rendre au chalet où elles doivent passer leur week-end de ski, elles doivent parcourir quelques kilomètres dans la neige. Ce qui sera facile pour Diane et Lara, mais difficile pour Céleste, la nouvelle amie timide qui n'a que des bottes. Ben, quand même mieux qu'avec nu-pieds, hein? Ben, c'est déjà ça. Tu te plains tout le temps, Céleste. Ah, ça va être elle, mon souffre-douleur? Elle est lourde. Céleste ne fera pas de ski dû à la blessure qu'elle a au dos. Ouais, je comprends. Mais c'est quand même... Ouais. Il aurait fallu pas qu'il... Ben ouais, on peut pas l'amener encore. On sait trop d'affaires, Bjorn. On sait trop de choses. OK. Ben, c'est parce que c'est comme un premier red flag, je trouve, déjà, là. Ben, ouais. C'est-tu moi? Ben oui, c'est juste moi, je l'ai pas vu, là. T'sais. Christopher Pike, il m'a eu, là. Ben... Il t'a eu. Quand j'étais petit, pas là, évidemment. Là, j'ai pris de la maturité. Ouais. Je savais que Céleste était pas fine. Ben, elle était pas fine. Chut. Ben là, on peut, c'est vrai, on est dans la partie spoil, fait qu'on peut, bon, parfait. Durant le trajet, nous apprenons que Rachel est la bitch rivale de Lara, que sa sidekick est Monique. Oh, Monique, je me rappelle de Monique! Je l'aime, Monique, elle est fucking drôle. Que Diane est plus grassette, qu'elles dormiront au chalet de Nelly, leur amie défigurée qui a perdu sa sœur dans un incendie. Sacrafis, ça s'est chargé pour un premier chapitre. Tabarouette! Moi, déjà, juste la mention défigurée, là, je suis accro au livre, là. Automatiquement, là. Moi, tout ce qui est défiguré, je suis comme, wow, je suis fasciné. Fait que, excuse-moi. Ouais, moi, ça vient me chercher. Pourquoi? Là. Parce que c'est comme genre quelque chose qui est rare, puis c'est genre, tu empathises? Parce que t'es pas défiguré, toi, là? non, mais quand ça me fascine. Ça, pour les spectateurs, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui s'imagineraient une nouvelle face, tu sais. Ben, c'est parce que plus aller loin, on parle il y a la chirurgie plastique, des cicatrices, des figurés. Moi, ça me fascine. Pas que je veux ça ou que je sais pas. Ça vient me chercher dans l'histoire automatiquement. Là. Je veux en savoir plus. Quand elle a quelque chose de dark qu'elle a vécu dans le passé, puis tu sais pas pourquoi. Là. C'est mystérieux. I wanna know. Il faut que je sache. Fait que moi, c'est clair que je suis comme... ça me craint, là. Let's go. Je veux savoir, là, finalement, à la fin, ils disent même pas pourquoi elle est défigurée, puis ça n'a aucun rapport avec l'histoire, puis le gars, il est fucking déçu. Il pitch la livre au bout de... Pourquoi? C'est pas bon! C'est pas bon! C'est ça! J'y donne 2! Oh my God, déjà, dans 10 minutes, il va falloir qu'on se reconnaisse. Ah boy. OK. Aïe, aïe, hein? Ça va vite, ça va vite? Oh là là! Attends un petit peu, là. Je vais essayer de retrouver défiguré dans ce que j'ai écrit parce que j'ai pas mis mon doigt. Leur ami défiguré qui a perdu sa sœur avec un flashback. Okay. Nous avons aussi droit à un flashback de la rencontre entre Lara et Céleste à la bibliothèque de l'école. Ah oui, je me rappelle, elle s'en va juste. Il y a comme une fille, je pense, qui la comme bouscule, là, Céleste, là, puis là, Lara, elle parle. Ah, salut, on est des amis. Chose de même, là. C'est full 90s. Quelle belle mise en scène, ouais. On aurait pu me prendre pour doubler de Gracie, je pense, sérieux, ça aurait full marché. Arrivées sur place, elles sont accueillies par Rachel, qui leur présente son bonhomme de neige construit en avant-midi.
Lara prend des nouvelles de Nelly et Rachel répond qu'elle va comme ci, comme ça. On trouve ça fun qu'elle nous donne des petites réponses de même, hein? Comme ci, comme ça, oui, c'est pas vague partout. Exactement, c'est vraiment précis, puis ça nous aide beaucoup dans la suite de notre lecture. Là. Dû au fait qu'elle soit nerveuse de toutes les recevoir en même temps. Fait que là, je pense qu'en marchant, c'est là qu'ils ont parlé comme quoi qu'ils étaient responsables aussi là, de la mort, la scène qu'on a dans le teaser, là, pendant qu'ils se rendaient là-bas. C'est la scène où on apprend en fait qu'il y a eu un drame. Mais ils n'ont pas dit plus que ça, par exemple. Non, mais supposément qu'il y a eu un drame, qu'il y a eu brûlé, blablabla et tout, mais pas de mort, et on n'en sait pas plus. C'est vraiment un teaser aussi. Là. Elle change de sujet pour parler de la tempête annoncée, ce qui n'inquiète pas Rachel parce qu'il était primordial de se réunir à ce week-end spécifique. Ça aussi, c'est louche de Rachel, mais on apprend plus tard pourquoi, parce que Rachel, elle rétille un petit peu. Exact. Nelly fait son entrée et salue ses amis. Lara remarque une certaine tension entre Nelly et Céleste quand celle-ci la remercie. Ça, c'est weird un peu. Ben là, déjà, un autre red flag, là. C'est un autre red flag, là. C'est comme, voyons, c'est louche, là. Ouais, mais c'est parce qu'on a tellement eu de red flag avec tout le monde à cause de Rachel et Monique. Monique qui sait pas est où, puis Rachel qui, genre, ne se peut plus comment être bitch, là. Ah, mon Dieu, oui. C'est vraiment la bitch number one, là, clairement. Là. Ça me revient. Rachel propose alors d'aller skier. Bonne idée, hein, parce que c'était un week-end de ski. Alors, pourquoi ne pas le proposer? Nelly restera au chalet pour se reposer. Au moment de partir, Rachel trouve son bonhomme de neige complètement fondu, ce qui est étrange puisqu'il était à l'ombre. Mm-hmm. On va continuer parce que je me pose quand même la question de genre... En tout cas, un cercle de glace est tout ce qui en reste. Comme s'il avait subitement pris feu. Une quoi qui marche pas, là, me semble. Ouais, c'est quoi dans l'histoire que j'ai jamais réussi à... Écoute, je pourrais investiguer, faire mon détective plus loin, faire des recherches, ouais, mais je comprends pas que c'est le... En tout cas... Peut-être qu'ils le disent en anglais. On aurait peut-être plus d'informations. En route vers les pentes, Rachel et Monique annoncent qu'elles vont rejoindre des amis, avec un S, avant de skier, ce qui contrarie Lara et Diane. Même que Rachel traite Diane de grosse avant de laisser les deux amis se diriger vers la cafétéria. Une fois... elle fait ça? J'ai des souvenirs que oui. Là. Il me semble qu'il y a une couple de Q là, dans le livre que Diane est un peu plus grassouillette. Là. Pour être poli. Là. Je trouve ça drôle parce que Diane est celle qui a comme laissé sa marque sur moi le plus dans tout le livre. Mais ouais, c'est celle qui est là le moins longtemps. Exactement, c'est oui. Mais je pense que je dirais la même. Ben, il y a Nicole aussi. Nicole. Ah, ouais, Nicole, ouais. Nicole. On va y arriver à Nicole. Une fois sur place, Lara cherche une orange et entend une voix masculine lui demander si elle cherche une dure ou une molle. Oh mon Dieu, moi j'ai pensé tout de suite, j'ai dit, c'est vrai, là, ça, là? Quelle référence sexuelle. Déjà en 85, c'était même assez avant-gardiste, là. Mais là, clairement, c'est sexuel au bout, là. OK. Tu cherches une grosse ou une molle? Une dure, ben, une grosse. C'est pas ça qu'elle dit. Plutôt, est-ce qu'il cherche une dure ou une molle? Ben, voyons, pas une grosse, mais bref, moi j'ai tout de suite pensé à du sexe. Je dis, voyons donc, tu sais, voir qu'un gars dit ça à une fille, là. Ben, OK, ben, c'est sûr que c'est ça que j'ai voulu me le faire penser. Je l'écrivais, j'étais comme, OK, c'est vrai. Ça, je m'en rappelais plus, mais. Ben, en tout cas, ça passe bien en 2023. On n'a pas besoin d'en mettre plus. Tout est là. Ça dépend sur quel public. Ouais, sur moi, ça m'aurait pas dérangé. Là. Je serais pas offusqué. Non, je serais pas offusqué du tout. Ben, non, pas du tout. Évidemment. Pas du tout. Non, ben non, ouais. Il se présente comme étant Pierre. Fait que finalement, dur. C'est bonne pareil. Non, mais écoute, ça m'est venu comme ça. T'sais. Ben, c'est très bon de chercher une dure, elle a eu Pierre. C'est correct. Ouais, c'est ça. Il se présente comme étant Pierre et une discussion naît pendant qu'ils se rendent à la table où Diane est installée. Le courant passe entre Lara et Pierre et Diane interroge ce dernier concernant son ami Charles. Ah oui, Charles. T'es encore pas sûr de ce que je pense de Charles à la fin du livre. C'est un peu bizarre, mais bon. Ce dernier entre dans la cafétéria et Pierre court le rejoindre. Pendant ce temps, Lara a l'idée d'inviter les garçons au chalet pour une petite soirée amicale. Les garçons reviennent et Diane quitte avec Charles et Lara, toujours avec Pierre, appelle Nelly pour lui demander la permission d'inviter les garçons. Mon Dieu, je rentre bien trop dans les détails. La réponse est oui. Tellement gentille, cette Nelly. Le bavardage reprend entre Lara et Pierre.
quand Rachel et Monique arrivent. Oh, la marde va pogner! Bon. Ah, j'aime ça! The bitch is back. Ouais, the bitch is back! Elles connaissent déjà Pierre. OK, là, on parle de Rachel et Monique. Elles connaissent déjà Pierre et Charles. Charles étant celui pour Monique, clairement. Et la convo se poursuit de façon tendue jusqu'à ce que Pierre annonce qu'il viendra au chalet en soirée. Monique est anxieuse de savoir que Diane est seule avec Charles. Monique, elle capote tout le long du livre. Là, c'est fucking drôle. On l'aime, Monique. Ah, moi, je l'aime assez. On Monique, l'adore. là. C'est le genre d'ami que tout le monde veut avoir. Elle n'a aucune idée d'où ce qu'elle est. Non, elle est complètement à l'ouest, là, mais on l'aime. Moi, je l'aime comme ça, là. C'est vraiment, écoute, c'est un personnage attachant. Au moins, elle a ça pour elle, tu sais, pauvre petite fille. Oui. Rachel et Monique ont rencontré les garçons 2 semaines plus tôt au centre commercial et avaient l'intention de se les faire durant le week-end de ski. OK, c'est sûrement pas dit de même, là, mais j'ai raccourci. C'était à moins que... Ben oui, ça m'a comme choqué. Ça m'a surpris, cette citation-là, mais c'est ça que ça veut dire, entre langage, là. Ils sont très gars. Ils sont très genre ce qu'on attribuerait à des gars d'habitude dans des livres que genre elles n'ont que le sexe dans la tête. En fait, non, Rachel n'a que le sexe dans la tête. Monique, on ne sait pas. Il y a de l'écho. Ouais, il reste encore 7 chapitres. Ouais, c'est ça. Oh, elle est en feu. Charles a essayé de la toucher. Et non, c'est pas là. Attends. Ah oui, Diane revient en colère. Oui, c'est la partie manquée, c'est ça. Diane revient en colère. Charles a essayé de la toucher et l'embrasser et elle en est dégoûtée, tout comme Monique, mais pour différentes raisons. Puis c'est là qu'on se dit que Monique, il manque un 30 sous à la pièce parce que juste là, elle aurait dû se dire Charles me tente plus. Ouais, un autre drapeau rouge intense, là. Surtout quand c'est de la manière que ça finit avec Charles. Moi, ça m'a mis en tout cas. Je vais poursuivre, là, mais à la fin, là, moi, ça m'a donné un petit coup. J'étais comme, OK, c'était pas un agresseur, lui, comme, pourquoi on en fait? Ben, c'est un peu hashtag MeToo des années 80, là. Je sais pas. Ben oui, il change complètement. En tout cas, Rachel et Monique prennent la marche vers le remont de pente, suivi de Lara qui explique à Diane la tension qu'elle ressent. Et c'est la fin du chapitre 1, c'est bol. On a fini un chapitre, Björn. Yeah! En fait, je dis qu'il en restait 7. Il en reste 6. Mais tu sais, déjà, là, ça chicane déjà pour des gars dans une cafétéria de station de ski. Je sais pas si dans ce chapitre-là qu'elle parle de ça, mais moi, ça m'a marqué. Les sandwichs au poulet et noix de cajou. Moi, t'as-tu déjà mangé ça, les années 90? Moi, j'ai jamais mangé ça de ma vie. Je savais même pas que ça existe. Poulet et noix de cajou en petits morceaux, genre. Fait que, déjà, avec leur lunch ensemble, il y a déjà des conflits en gang de filles pour 2 gars, dont un qui a l'air complètement toxique, là, tu sais. Bref. C'est mon opinion. Je pense que c'est l'opinion qu'on est supposé avoir en partant. Oui. Justement, tu suis bien l'histoire, tu sais. Chapitre 2. Un autre long chapitre. Ben, moins pire que l'autre, là, mais ouais. On lâche pas. Donc, chapitre 2. On lâche pas. La journée de ski finit par être plutôt froide, et ce, dans les 2 sens du terme. Froide dans le sens qu'il fait frette, puis frette dans le sens qu'il y a un petite frette entre les filles. Là. Entre les filles. Et, ouais, c'est ça. Ils devraient même pas être en vacances ensemble, eux autres. Là. Ils s'aiment pas. Il y a personne qui s'aime. Là. Je comprends pas. À la base, je suis comme, what the fuck, là, pourquoi vous êtes tous ensemble? Tout le monde, ça y est. Ah, ben, 2 par 2. Là. Ça fait des bons frissons. Ben oui. Pour un frisson. Oh, ben c'est ça. C'est pour nous qu'ils le font. Rachel et Monique d'un côté et Lara et Diane de l'autre. Lara songe même à désinviter les garçons pour la soirée, croyant qu'elle se tire une balle dans le pied en compétitionnant contre la belle Rachel. Lara est plus aimable, puis on a tendance... Ben, en tout cas, de toute façon, il ne peut que se crisser de Rachel tout le long du livre, là, lui. Ouais. Ben, tu sais, Lara, c'est un peu comme le personnage principal, la final girl, peut-être, je sais pas. Ouais, une final girl. Ouais. Je sais pas, hein, c'est... Ouais. J'ai comme... Ben c'est dur à dire, final... Diane, c'est notre final girl. Une qui est bonne d'avoir survécu, c'est Monique. Ouais. Ah oui, bon donné ce crédit-là. Et boy, surtout qu'est-ce qu'elle a pris un médicament. Bref, on reviendra sur le sujet. Il faudrait ça pour dormir, moi aussi, de temps en temps, là. Tu sais, j'en prendrais pour dormir, moi aussi, là. Bref, chapitre 6. Plus loin. T'as rien vu passer. En piste, les 4 filles se rejoignent et Lara offre une trêve en proposant d'annuler la soirée, ce à quoi Rachel contre-attaque en exprimant sa hâte.
quelques descentes et Diane et Monique se retirent, laissant Lara et Rachel faire une dernière descente. On parle d'une descente de ski. Elles ne sont pas à la salle de bain. Quoi que ça aurait été très drôle, en effet. Rachel, les deux en train de se chicaner sur la bolle. Ça aurait été malade. Ça aurait été vraiment un petit bijou, cette scène-là. Avoue, hein? Ouais. C'est que, oh mon Dieu, how meta! Mais ça, dans une adaptation de film, ça aurait été parfait de cette scène-là, dans une salle de bain, dans une toilette. Chacun dans leur cabine à chicaner, ça aurait été mon gars. Faut juste filmer les deux portes fermées puis l'écho. Là, ça fait toute la job. En pleine descente, Rachel fait une manœuvre qui déstabilise Lara, la menant à se casser la gueule contre un arbre. Ça aussi, ça aurait fait une scène drôle à regarder. Ouais, oui, vraiment. Mais j'essaie de comprendre cet accident-là voulu par Rachel, selon Lara, puis j'arrive pas à comprendre. C'est quoi, comme virer drette, foncer dans un arbre en les jambes écartées? J'ai la misère à réaliser c'est quoi cet accident-là. Là. Ben, les jambes écartées, moi, je vote pour ça. Là. Je trouve ça très drôle. C'est ce qui manque le plus de grâce dans une chute, habituellement, quand les jambes sont écartées. Les bras, c'est comme un bonus. Oui, c'est ça, avec les deux bâtons de ski. Là. Puis rentrer dans un arbre, les deux skis continuent tout seuls. Oh oui, ça me tente. Rachel n'arrête même pas et Lara, blessée au genou gauche, se fait secourir par Pierre qui s'arrête pour lui demander comment elle va. Tu t'en penses? Elle a perdu, c'est comme deux skis, elle continue tout seul, elle est rentrée dans un arbre, elle boite, elle pleure, elle saigne, je ne me trompe plus capable de parler, oui. paralysée d'un côté complet de la face. Défigurée! Oh, j'ai un peu exagéré. Lara la joue cool, t'as dit. D'avoir la fille, la face à moitié paralysée. Correct, pourquoi tu parles? Pourquoi tu manges, j'ai besoin d'aide? Lara la joue cool, tandis que Pierre remarque la méchanceté de Rachel. Rachel est cancel. Ah oui, ouais, c'est toxique. Ah, gars, référence à Britney Spears. Oh yeah! Yeah! Je t'ai dit qu'on va user le piton à deux, là, ce soir, là, ça va être laid. Il dit ensuite qu'il la suivait pour lui dire qu'il ne viendrait pas étant donné l'immaturité de Rachel. Mais Lara le convainc que tout ira bien. Et la preuve est que tu boites en ce moment, que tu saignes du genou, que tu as perdu ton ski. Et tout va bien. Tout va bien. Ben, tu sais, c'est comme un prérequis pour les frissons. Faut prendre des mauvaises décisions, sinon il n'y a pas de lit. Les frissons ne durent pas longtemps. Les deux ados s'entendent pour 19h, 20h et se séparent. C'est un gros laps de temps pour attendre nerveux dans une porte, ça, je trouve, 1 heure. Là. Ça me dit 3 minutes de décalage au moins, ça va être dans un même laps de temps. Lara croise le garde, le colonel Sanders, qui a pris les clés de Diane et celui-ci dit qu'il ne les a pas sur lui. Mais ça, c'est weird, il faut qu'ils laissent leurs clés à quelqu'un de même. C'est les années 80, puis on faisait confiance à tout le monde. Parce que dans le premier chapitre, là, si je me trompe pas, quand il arrive, c'est le colonel PFK qui dit « Je vais prendre vos clés. » Tu sais, je sais pas, peut-être que dans ce temps-là, c'était comme on avait peur un peu moins de notre entourage, des étrangers. En 2 bouchées de poulet. En 2 bouchées de poulet frit avec la sauce PFK. Avec ça, c'est bon, par contre. Ah ouais. De la sauce. Ne pas de la sauce. Tout le temps, extra sauce. Extra sauce. Ah, avec moi, c'est extra sauce all the time. On veut nos frites comme ça, mais pas nos pets. Excuse-moi. Non, pas les pets de sauce, s'il vous plaît, c'est mortel. Oh mon Dieu. Surtout au PFK. Ah oui. Le colonel Sanders il dit qu'il n'a pas les clés de Diane sur lui, ce que Lara trouve étrange, alors elle insiste pour aller les chercher au bureau, ce qu'il refuse sous prétexte qu'il s'en va regarder un match de football. T'aurais compris si ça avait été du baseball, mais pas du football. Ben, moi aussi, j'étais un peu déçu, là. J'ai été déçu. Le baseball, c'est bien plus intéressant que le football, là. Ça n'a aucun rapport, le football, mais bref. C'est correct. Je connais pas beaucoup le sport dans la vie, mais si ça avait été du baseball, je suis sûr que t'aurais pu voir la game à télé puis me l'expliquer. Genre. Absolument. Je connais rien du football, mais je connais tout du baseball, par contre. Fait que je t'en parlerai la prochaine fois. Entre deux vinyles de René Simard. Je vais y porter attention la prochaine fois. C'est bon. Moi, je trouve que c'est dangereux de me mettre un bat dans les mains puis de me demander de frapper le vent. Là. C'est comme non. OK, j'en prends note. Les chances sont que ça s'en aille à quelque part que je veux pas. Lara se rend au téléphone pour téléphoner chez Nelly, mais n'obtient aucune réponse. Étrange. Derrière elle retentit la voix de Charles. Lara l'invite à nouveau et Charles accepte à reculons, craignant la méchante Diane qui ne veut pas frencher. Et se faire toucher. Oui, c'était sarcastique, là. Hein? J'espère qu'on l'a entendu dans ma voix. Mais je le précise quand même au cas où.
Quand Lara veut lui donner l'adresse de Nelly, il répond qu'il sait où c'est et quitte. Étrange. Étrange, c'est un autre red flag. Ben, l'étrangeté. Ouais. Ben, c'est ça. Puis, mais on répond. C'est un red flag qui n'est jamais vraiment répondu non plus. Non, on sait pas comment que c'est l'adresse, on sait pas comment que. Tu sais. Fait que. Chapitre 3. On continue. Lara prend le chemin de retour vers le chalet et tente de se désaltérer avec des flocons de neige qui tombent du ciel. Et ça aussi, c'est une scène qu'on imagine bien. Hein? La fille qui boite dans la neige puis qui boit des flocons de neige qui tombent du ciel. C'est magique. Elle aurait l'air moins épaisse d'en prendre en terre puis de la boire de même. T'sais. Mais quand on sait ce qu'elle fait plus tard... Mais c'est la magie de l'hiver. Oui, en effet. Les chiens aiment beaucoup ça, les premières neiges dehors, quand que ça tombe puis que là, ça part dehors puis que ça comme... Hey, ils sont fous, hein, ça part à courir, là. C'est comme moi, c'est une bulle au cerveau, là. Ils sont heureux, là. C'est comme s'il n'y avait jamais eu quelque chose d'aussi beau que ça. C'est comme si le ciel leur parlait, genre. Ça doit être Noël qui approche. Mais c'est la magie de l'hiver. Monique finit par la rejoindre et Lara décide de ne pas envenimer la situation davantage en parlant de Rachel. À un certain point, les deux filles arrivent à un spot où les traces démontrent qu'il y a eu des pressions, que le bonhomme de neige est déformé, comme s'il avait pris feu. Ben ça, c'est arrivé tantôt aussi. Oui, c'est comme un autre... Je sais pas, ça arrive 2 fois apparemment. Un autre bonhomme de neige? Ben, c'est comme le mystère là, de pognage de feu. Là. Je réussis toujours pas à comprendre comment tu peux pogner en feu puis comment que quelqu'un peut mettre le feu si ça fasse ça. Là. Mais bon, c'est le mystère de cette nuit-là. C'est le mystère. Ça aurait été cool qu'ils le mettent sur la couverture, mais à la place de ça, ils l'ont mis sur le frisson numéro 15, bonhomme de neige d'R.L. Stine. Oh! Oui, c'est vrai. Et le plus étrange, un seul ski identique à celui de Diane est laissé sur place. Mm-hmm. Ça, c'est vrai que c'est étrange. Très étrange. Lara a un sombre pressentiment, mais garde ça pour elle, et les filles continuent leur chemin. Arrivée au chalet, elle constate que Diane n'y est pas et Rachel explique l'avoir vue sur la piste il y a 1 heure. Donc, dernière fois qu'on a vu Diane, c'est v'là 1 heure. La bande déduit que Diane est probablement retournée à la station. Monique capote parce qu'elle pense que Diane est avec Charles. Charles, évidemment. Elle se fout, ça a disparu. Elle n'a pas encore compris que il est un peu toxique, le Charles, mais toujours... elle n'a pas compris. Ouais, non, elle veut le Frencher. Mais elle n'aurait pas compris, fait que ça n'aurait pas été consentant tant qu'à moi, fait que c'est pas une bonne chose. Non. Lara prend des nouvelles de Céleste qui est sous la douche et Nelly reste évasive en disant qu'elle trouve qu'elle a l'air gentille. Céleste arrive et Lara va avec elle à la cuisine pour préparer à manger et recevoir le même genre de réponse de la part de Céleste concernant Nelly. Fait que les deux, il y a comme clairement un froid entre les deux où ils s'évitent. Là. Un malaise, un froid... c'est pas normal, là. C'est louche, là. C'est mystérieux. Ça tente pas d'être entre les deux. Non, moi non plus. Mais c'est louche. Des gens partant, tu sais que c'est louche, là. Rachel arrive et fait semblant de ne pas savoir ce qui a blessé Lara. Cette dernière décide de ne pas dire à sa rivale que Pierre l'a secourue, préférant que l'homme en parle lui-même durant la soirée. Puis ça, c'est un maudit bon plan, Lara, sérieux. Comme ça y revient en face, puis ça a tellement dû être succulent. Wow! Oh. Pourquoi cette lumière a fermé seule? Oh. C'est... T'as vu, là? Oui, c'est assez... OK, c'est un red flag. On va faire ça, c'est pas... J'ai vraiment eu peur, hein. Pour vrai, ça a vraiment été tout seul, direct à côté de moi, dans ma face. Sérieusement, là, c'est que quand ça a fait ça, on disait que c'était tout bleuté comme le cover de cette nuit-là. Ben, j'ai fait exprès pour mettre les lumières bleues. Ben, je trouve ça beau, mais quand ta lumière a fermé la blanche à côté, là, ça a vraiment fait bleuter au complet dans l'écran. C'était super beau. Quand Rachel tente de la faire chier, parce qu'elle essaie tout le temps de la faire chier, Lara lui avoue que Pierre l'a embrassée et quitte la cuisine. Il l'a embrassée? C'est pas tout de suite, là, me semble. Je pense que non, c'est... Fait qu'elle a juste dit ça pour la faire chier, là? Je pense que oui, parce que c'est pas tout de suite qu'il s'embrasse. Lara, fais pas ça! C'est pas fin! Lara va ensuite téléphoner la sécurité du site pour reporter la disparition de Diane. C'est à peu près temps. Le garde note, mais semble s'en calisser. Une de plus, une de moins. C'est l'impression que ça me donne. Là. Lara demande ensuite au sujet du garde qui ressemble au colonel Sanders et son interlocuteur répond qu'il n'a aucune idée de qui elle veut parler. Un autre red flag. C'est un autre mystère qui se build up. Là. Non, mais m'inquiète un petit peu. Lara retourne aider Céleste à préparer la bouffe et les copines échangent sur Pierre. Lara va aussi au sous-sol pour vérifier si la motoneige est froide et inutilisée. Check. Mais pourquoi qu'elle va faire checker si c'est
Pour s'assurer que personne... pour s'assurer que Diane n'est pas juste partie comme... Partie avec ou que... Ouais, exact. C'est ça que j'ai compris, là. Mais on dirait que Lara, c'est la seule qui s'inquiète de Diane, là. Les autres sont comme... c'est la complètement... Personne s'aime. Ben, oui, c'est vrai, ça revient à ce qu'on disait. C'est comme, c'est la seule qui s'en fait. Elle s'en fait même pour Rachel et Diane et tout, pas Diane, mais elle s'en fait pour Monique. C'est elle qui s'en fait pour tout le monde, vrai, même pour Céleste. C'est la good girl. Elle se met alors à penser à un visage démoli par la souffrance avant de plonger dans un flashback. Mm-hmm. Et là, c'est la fameuse scène de flashback qu'on va aller regarder parce que j'ai mis la main sur le film qui n'a jamais été produit. Es-tu prêt à aller voir ça, Bjorn? Absolument, je suis prêt. Et c'est parti. Pourquoi est-ce que je dois toujours la garder? Se plaint Nelly à sa mère. Parce que c'est ta petite sœur, répond Madame Cuttroff en rangeant la longue Cadillac devant chez Diane. Tu devrais être heureuse d'avoir une petite sœur. Je préférerais avoir un petit frère qui joue tout seul avec ses camions. Bon, nous sommes arrivés. Vous avez toutes vos affaires? Oui, Madame Crutoff. Dit poliment Lara en pressant son oreiller et sa couverture contre elle. Maman, j'ai oublié ma brosse à dents. S'écrie Nicole, terriblement contrariée. Idiote. Marmonne Nelly. Ce n'est pas grave, ma chérie. Lara est contente que Nicole fasse partie de leur pyjamade. Elle est drôle. Bien plus que Nelly. Rachel et Monique sont déjà à l'intérieur. Monique, sans le faire exprès, a écrasé de la gomme sur le sofa et Diane essaie de la faire partir avant que ses parents, qui sont en train de regarder la télévision à l'étage au-dessus, ne s'en aperçoivent. Rachel est en train de manger du gâteau et de la crème glacée. Elle engloutit de la nourriture sans jamais grossir. Lara sait que Rachel sera très belle plus tard. Nicole aussi sera très belle. Comme il fait déjà sombre, elle reste dans la maison et regarde un film grâce au magnétoscope que les parents de Nelly ont apporté plus tôt. Ils sont riches. Nelly et Nicole ont tout. Après le film, elles se divisent en 2 équipes pour jouer aux charades en action. Nicole est imbattable à ce jeu, à tel point que Nelly l'accuse de tricher. Le père de Diane vient leur annoncer qu'il va au lit. Il leur demande de ne pas faire de bruit et de ne pas se coucher trop tard. Puis il se retire. Maintenant, nous allons pouvoir nous amuser pour de vrai, dit Rachel malicieusement. Tu as invité un garçon? Lui demande Diane tout excitée. Lara aime bien les garçons, mais elle ne sait pas trop pourquoi. Non, imbécile, réplique Rachel en se dirigeant vers le bar. Elle prend une bouteille pleine d'un liquide rouge comme sang. Elle en avale une lampée. Ne fais pas ça! Crie Diane. Mon père va s'en apercevoir! Il va me gronder! Chut! Fait Rachel d'un air sévère. Nous rajoutons de l'eau, il n'y verra que du feu. C'est mon frère qui m'a appris ce truc. Je n'aime pas l'alcool. Dit Lara. Et là, on fait un salut à Sobre et Branché. Hein? Salut, Evelyne, avec qui on a fait travail fatal. Allô? Bon, start-moi pas sur un fatal. Parce que tu n'as jamais été ivre. Fait Rachel en ouvrant une seconde bouteille dont elle renifle le contenu. Ça veut dire quoi, ivre? Oh, Nicole. Interroge Nicole qui a rejoint Rachel et se met à renifler la bouteille, elle aussi. Tu ne sais donc rien. Dit Nelly. Quand on est ivre, on a mal à la tête. Moi, je n'ai jamais mal à la tête. La contredit Rachel en déposant les glaçons dans les verres qu'elle a alignés. Quand on est ivre, on rit beaucoup. Lara n'aime pas le goût du brandy que lui a servi Rachel. On dirait de l'essence, mais elle l'avale d'un trait et en redemande pour ne pas se faire traiter de mauviette. Elles essaient toutes sortes de bouteilles de différentes couleurs. Rachel avait raison. Elle rit beaucoup. Nicole vomit une fois, puis ça va mieux. Lara commence à s'ennuyer et elle se sent étourdie. Elle propose de jouer à autre chose. Personne n'a d'idée. J'ai vu un film où des gens s'amusaient à sauter par-dessus des bougies. Dit Diane. Et Fait Rachel. Je ne me rappelle pas la suite. Bafouille Diane en finissant son verre. De toute façon, je n'ai pas envie de sauter. jouons au Monopoly. Suggère Lara. Je n'ai pas l'esprit à ça. Dit Diane. Des bougies. Murmure Rachel pour elle-même. Soudain, ses yeux s'éclairent sur son visage rouge. Je sais, faisons du spiritisme. Diane, j'ai vu que tu avais un Ouija dans ta chambre. Va le chercher. Nous allons éteindre les lumières et allumer quelques bougies, brûler de l'encens et faire parler les esprits. Monique et Nelly nettoient la table et la recouvrent d'un drap.
Diane apporte le oui, trait d'union ja. Elle en enlève la poussière. Rachel enfonce de longues bougies blanches dans des chandeliers d'argent et les dispose en cercle, dans un équilibre précaire, autour du oui, trait d'union ja. Nelly dit à Nicole qu'elle est trop jeune pour faire bouger la planchette. Lara marmonne qu'elle n'a pas envie de participer. Rachel lui tend un papier et un crayon pour prendre des notes. Comme la lumière est faible, Lara s'installe près du bar où est allumée une lampe qui diffuse une lumière rouge. Se sentant rejetée, Nicole s'assied par terre à ses pieds. Les 4 autres posent leurs doigts sur le oui, trait d'union ja. C'est moi qui va poser les questions. Décide Rachel. Esprit, es-tu là? Les esprits doivent dormir. Lara pouffe de rire. Rachel lui intime de se taire. Il faut donner aux esprits le temps de se manifester. Enfin, le oui, trait d'union ja, commence à bouger. D'abord en décrivant une petite éclipse, puis il se déplace lentement vers la planchette entre le oui et le non. Esprit, es-tu là? Répète Rachel. Ça y est. N. Écris, Lara. Ok. O. U. S. Nous. Hé, Rachel, c'est toi qui fais bouger ce truc? Demande Diane. Non. Alors c'est toi, Monique? Non, ce ne serait pas toi, Nelly. C'est nous toutes qui les faisons bouger. Dit Rachel. Notre subconscient. Je vais demander quelque chose. Dit Monique. Est-ce que je vais avoir un B en maths? La planchette se déplace vers la lettre F. Elles éclatent toutes de rire, sauf Monique. Non, c'est toi qui l'as fait exprès, Diane. Mais non! De toute façon, je suis sûre que j'aurai au moins un C. D'abord, c'est moi qui pose les questions. Tranche Rachel. Elle s'éclaircit la gorge. Est-ce que je vais devenir une actrice riche et célèbre plus tard? La réponse est oui! Tu vois, ça marche. Fait-elle observer à Monique. Ah, mon Dieu! Puis elle s'interroge l'esprit sur l'avenir des autres. Diane aura 6 enfants et sera grassouillette toute sa vie. Oh my God! Hey, là, à un moment donné, le body shaming, là, le fat shaming, en fait, là. Monique ira visiter un pays étranger et travaillera dans une usine jusqu'à sa retraite. Lara deviendra journaliste et se mariera 4 fois. Nelly va écrire le plus grand roman à suspense de tous les temps. Ça s'appellera Cette nuit-là. Frisson numéro 4. Il n'y a que Nicole qui ne semble avoir aucun futur. La fillette en est très peinée. Laura lui tapote la tête. Bon, soyons sérieuses, là, maintenant. Dit Rachel. Et tâchons de trouver comment ça fonctionne exactement. Y a-t-il des esprits dans cette pièce, là? Oui! Combien? 6! C'est nous. Nous sommes 6. Remarque Lara. Sommes-nous les 6 esprits en question? Demande Rachel. La planchette oscille entre oui et non, puis s'arrête sur non! Y a-t-il un esprit malfaisant dans cette pièce? Interroge Nelly. Oui! Vraiment? Demande Rachel, les sourcils froncés. Oui! Sommes-nous en danger? Oui! Non! Oui! Non! Qui est l'esprit malfaisant? Interroge Rachel. Quelque chose semble la distraire. Elle lit les lettres d'une voix tendue. N-I-C-O-L-E. Nicole! Murmure Rachel. Tous les deux se tournent vers la fillette dont les lèvres et les mains tremblent. C'est stupide! Fait Diane en s'éloignant du oui, trait d'union ja. Alors, jouons d'autres choses. Dit Lara. Il a vraiment écrit mon nom? Veut savoir Nicole, des sanglots dans la voix. Elle se traîne à genoux vers le oui, trait d'union ja. Oui, mais... Hésite Rachel. Mais quoi? Fait Nelly. Rachel se gratte la tête. Tu sais, c'est juste un jeu. Dit-elle à Nicole. Pose la question, s'il te plaît. Des larmes roulent sur les joues de Nicole. Rachel se tourne vers Nelly qui hausse les épaules. Monique replace ses doigts sur le oui, trait d'union ja. Mais Diane s'écarte de la table. Ce n'est pas dangereux. Lui dit Rachel. Ça pourrait l'être. Murmure Lara. Qui est l'esprit malfaisant? Répète Rachel. La planchette n'épelle rien. Elle bouge dans tous les sens puis s'immobilise dans la direction de Nicole. Rachel, de nouveau, fronce les sourcils. On dirait qu'elle va protester. Monique pousse un sifflement. Nelly pouffe de rire et Nicole éclate en pleurs. Nicole. Commence Lara. Je n'aime pas ce jeu! Crie Nicole.
Elle saute sur ses pieds et frappe la planchette. Hélas, sa main heurte un chandelier qui tombe devant elle sur le tapis. Les filles ne réagissent pas tout de suite, peut-être parce qu'elles sont un peu ivres. Les yeux de Nicole s'écarquillent d'horreur. L'espace d'un instant, elle a vraiment l'air malfaisant. Un crépitement se fait entendre à ses pieds. « Le tapis! » s'écrie Diane. « Que vont dire mes parents? Espèce de petite morveuse! » dit Nelly, sur le point de gifler Nicole. « Hey, calme-toi, Nelly. » « Au nom du ciel, faites quelque chose! » crie Rachel en cherchant autour d'elle de quoi étouffer le feu. Elles se mettent à courir en tous sens, frénétiques, se figeant par moments, horrifiées, et prient intérieurement pour que tout revienne à la normale. Nelly frappe Nicole au visage pour la forcer à reculer. Diane et Monique ont roulé des magazines et battent le tapis avec. Rachel prend un coussin du sofa au cas où les magazines ne suffiraient pas. Lara débouche la bouteille de brandy, prête à en arroser les flammes. Nicole se met soudain à crier. Sa robe a pris feu. Nelly est accroupie aux pieds de sa sœur, la bouche crispée de stupeur et d'épouvante. Diane et Monique se cachent la tête dans leurs mains. « Roule-toi par terre! » crie Rachel en abandonnant le coussin pour tirer la nappe de dessus la table. Le oui trait d'union ja et les bougies volent. En même temps, Nelly se relève d'un bond et saisit Nicole par son tricot pour la plaquer au sol. Sans prêter attention aux flammes qui commencent à la brûler, Nelly essaie d'étouffer le feu. Le feu a perdu de son intensité et il se serait sûrement éteint grâce à la nappe que Rachel avait jetée dessus si Lara n'avait pas oublié qu'elle tenait à la main une boisson très alcoolisée et non pas du vin ordinaire. Elle verse tout le contenu de la bouteille sur les jambes de Nicole. Étrangement, le liquide semble produire l'effet attendu et l'espace d'un instant, le feu disparaît. Nelly cesse même de rouler Nicole et ramène ses bras en arrière. Rachel laisse tomber la nappe. Diane et Monique poussent des soupirs de soulagement. Lara sourit en reniflant sa bouteille vide. Alors Nicole explose comme un cocktail Molotov. Nelly se précipite bravement pour retirer sa sœur du brasier. Ses cheveux et son visage disparaissent derrière une fumée noire et ça sent le petit cochon. Elle ne semble pas souffrir. Monique est toute décomposée. Diane presse ses poings sur ses yeux. Elle a un haut le cœur. Les cris de Nicole cessent brusquement. Elle ne bouge plus. Elle ne se tord plus de douleur. Lara fixe la bouteille vide, encore dans sa main, et comprend sa terrible erreur. « Pousse-toi de là !» lui ordonne Rachel. Elle ramasse la nappe et écarte Nelly en la prenant par la nuque. Puis elle recouvre Nicole de la nappe. Le feu s'est éteint. Un nuage de fumée malodorante envahit la pièce. Lara a les yeux embués. Non, il ne peut pas s'agir de Nicole. Elle se secoue. Va-t'en, mauvais rêve. Le père de Diane, en pyjama, fait son apparition. Il s'agenouille auprès de Nicole. Il cherche son pouls, le long du cou, une des rares parties du corps qui n'ait pas été touchée. Le visage contre le sol, Nicole ne réagit pas. Est-ce qu'elle est vivante? Interroge Rachel. Je ne pense pas, répond le père de Diane en secouant la tête, très pâle. Non, murmure Lara. ce n'est pas vrai. Elle est morte. Lara ne sait pas qui dit cela. Ses genoux fléchissent et elle tombe à côté de Nicole. Elle voudrait prendre sa place pour réparer ce qu'elle lui a fait. Nicole, chuchote-t-elle. S'il te plaît, viens pour moi. Nicole se retourne et la regarde d'un œil injecté de sang. Je vais mourir. Lara lui presse la main. Je ne te laisserai pas mourir. Elle se jure de tenir sa promesse. Nicole ferme les yeux. La mère de Diane appelle une ambulance. Rachel pose un sac de glaçons sur les brûlures de Nelly. Nelly est prostrée. Les traits de son visage sont une masse confuse, comme de la cire molle. Des ambulanciers en blouse blanche arrivent. Le temps reprend son cours normal. Nicole survit une semaine, puis on la transfère à une clinique spécialisée dans le traitement des brûlures. Elle y est victime d'une infection. Tout le monde, y compris ses parents, pense que cela vaut peut-être mieux ainsi. Le maire de la ville vient à son enterrement. Il prononce quelques mots. Heureusement, on n'ouvre pas le cercueil. Nelly est opérée immédiatement. On lui a fait une série de greffes. Les plasticiens pensent qu'elle retrouvera à peu près son visage.
Aucune des filles ne lui rend visite à l'hôpital ni ne l'appelle. Nellie a dit à ses parents qu'elle ne voulait pas les revoir. Ses parents, cependant, n'ont blâmé personne ni entrepris aucune poursuite judiciaire. Un mois après l'accident, la famille Cottroff déménage. Lara porte toute la responsabilité de l'accident, bien que jamais personne ne l'ait accusée ouvertement. Elle essaie de parler à Diane, mais Diane éclate aussitôt en sanglots. Rachel a décidé de voir les choses d'un point de vue philosophique. Inutile de s'appesantir sur le passé. Miraculeusement, Monique a complètement effacé l'accident de sa mémoire. Parfois, elle demande même des nouvelles de Nicole. Les parents de Laura s'efforcent d'aider leur fille, mais comme ils n'étaient pas présents lors de l'accident, ils ne peuvent pas comprendre ni alléger sa douleur comme auraient pu le faire ses camarades. 6 mois plus tard, elle ne mange pas, elle ressemble à un spectre, elle est incapable d'étudier et elle fait des cauchemars. Ses parents l'emmènent voir un psychologue. Elle prend des médicaments qui la font mieux dormir, mais ils ne la font pas oublier. En fait, elle veut mourir, car elle n'a pas tenu sa promesse à Nicole et elle l'a laissé mourir. C'est alors que Nellie lui téléphone. Elle veut que Lara lui rende visite. Lara n'est plus qu'un sac d'os. Elle n'en reçoit pas moins un choc en voyant Nellie. Les morceaux de peau greffés ressortent sur le visage. Lara ne la reconnaît même pas. Nellie semble d'excellente humeur, ce qui est bien plus efficace que des heures de thérapie intensive. Elle parle longuement. L'accident n'est jamais mentionné, mais il envahit toute la conversation. Une fois, Lara veut s'excuser, mais Nellie lui fait clairement comprendre que, pour elle, cela n'a été la faute de personne. Maintenant, nous pouvons redevenir amis, Lara. Elle ne pleure qu'une seule fois, en songeant combien Nicole aurait été jolie en grandissant. Non, c'est tout un chapitre, ça. C'est tout un flashback. Là. C'est le flashback de la muerte, man. Ben, moi, il y a une affaire que je comprends pas là, de ce chapitre-là. Je sais pas si tu vas pouvoir. Écoute, le brandy, le thème de ce chapitre-là, il me faudrait un verre de brandy pour passer à travers, mais ils ont quel âge, ces filles-là? Là? Parce que moi, je comprends que l'histoire se passe 8 ans avant. 8 ans? Ouais, c'est écrit ici en arrière. C'est écrit 8 ans après qu'un incendie eut défiguré l'une d'elles. Ben, ils ont 8 ans. Ben, c'est parce que qui à 8 ans connaît l'alcool, puis les brandés, puis les vins, puis les forts, puis être sous, puis être... moi, à 8 ans, là, je trouve ça louche. Puis qui fait boire à 8 ans sa petite sœur de 5 ou 6 ans, Nicole? C'est criminel. Moi, je trouve ça vraiment louche, les âges. Ouais, ben en effet, Nellie aurait dû être comme elle aurait dû voir un psy. Ben, c'est sûr qu'elle en a vu un, là, mais. C'est parce qu'on sait pas encore, on sait pas! On sait pas. Mais bref, en tout cas, je suis fasciné par qui, à 8-9 ans, ils parlent d'alcool de même. Il faut vraiment être. En tout cas, ils ont des parents vraiment weird. Ben, la plupart des gens que tu vois dire à télé ou dans des affaires d'alcool, ils parlent tous qui ont commencé l'alcool. Ben, pas tous, mais il y en a beaucoup qui ont commencé à des jeunes âges. Drew Barrymore. D'ailleurs, ouais. Elle était saoule. Je pense qu'elle avait 7-8 ans, elle était saoule. Je me trompe pas. Là, Oh my God, c'est Nellie! Ouais, c'est Nellie. Ouais, elle aurait pu faire son rôle là, dans une adaptation. Ben oui, Drew Nellie Moore. Ça serait parfait. Hey, hein? On a trouvé déjà un casting. Ça serait bon, c'est bon. Et voilà. On poursuit avec le chapitre 5. Qu'est-ce que t'en dis? Absolument. Parce que là, on sait ce qui s'est passé. On est un peu traumatisé. On sait qu'il y en a une de déformée, puis c'est pas le fun. Chapitre 5. Lara est retirée de son cauchemar du passé par Céleste qui l'informe que Diane n'est toujours pas rentrée et que la station n'a pas rappelé. Parce qu'on se rappelle que c'est ça qui se passe. Hein? Il y a du monde qui ont brûlé. Freddy Krueger, la petite est rendue comme son frère, sa sœur. Exactement. Son sosie. Exactement. Mais Diane n'est toujours pas revenue, puis ça aussi, c'est inquiétant. Le repas est prêt et Lara a un petit moment tendre envers sa nouvelle amie Céleste. Celle-ci confie qu'elle n'aime pas cet endroit et Lara discrédite son émotion en disant qu'elle s'ennuie probablement de sa tante. Parce que Céleste habite avec sa tante. Exactement. Mais là, tu vois déjà, Céleste, c'est louche, là. Elle est pas bien. Il y a un froid entre les lits. Elle se sent pas bien. Elle a un pas bon feeling. Là. C'est louche, cette histoire-là. Moi, je pense qu'elle essaie tout le long d'y dire. Elle n'arrête pas d'y dire. Puis je pense que Lara, qu'à un moment donné, à un certain point, Céleste, elle s'est écœurée que Lara l'écoute pas. Exactement. Parce que Lara est vraiment comme centrée sur elle. Ben, c'est normal. C'est un frisson. Là. Mais oui, absolument. Puis d'ailleurs, dans l'autre chapitre, je crois, un moment où clairement Céleste en a marre et c'est fini. Elle va se coucher.
Mais là, j'ai fait un spoiler. Ben, c'est ça, tu sais. Ouais. Mais là, c'est parce qu'il y a Pierre qui s'en vient aussi. C'est dur de se concentrer quand tu sais que Pierre s'en vient, tu sais. Pierre. On sait que Pierre, il est dur et non molle. Oui, c'est fun, là. C'est fun d'être dur, on aime ça, là. Céleste affirme qu'elle lui a déjà téléphoné à sa tante, pas à Pierre. Lara annonce qu'elle va se préparer pour les gars et Céleste quitte vérifier la bouffe. Après, ouais, c'est ça, c'est chiant, là. Parce que Céleste, elle fait toute la bouffe pour tout le monde, par ça, ça va se coucher, tu sais. C'est le pire. En plus, ça a l'air fucking bon, ce qu'elle fait. Ben, c'est ça. En tout cas, quand tu viendras au repas, il y a de quoi qui m'a marqué. Je te laisse continuer. J'ai hâte d'arriver. Après s'être préparée, Lara cherche un téléphone pour contacter la station. Elle entend dans une chambre les voix étouffées de Rachel et Monique discuter. Là, j'ai marqué page 71-72. Fait que là, je veux aller voir parce que ça veut dire qu'il faut que j'aille voir si je me mets une note. Ça aussi, c'était mystérieux, ce bout-là. Là. Ça risque de nous attirer de sérieux ennuis. Dit Monique. C'est que tu peux être frustrable. Qui nous dénoncerait? Ne t'inquiète pas. Tu as tout mon soutien. Diane, elle est hors course. C'est seulement Lara qui pose un problème. Elle est intelligente, mais elle ne pourra rien découvrir. Pas avant qu'il ne soit trop tard, en tout cas. Qui s'imaginerait une telle puissance? Moi-même, j'ai du mal à y croire. C'est le destin qui nous a réunis. Laisse-moi réfléchir. Trouve-moi d'abord ce que je te demande, puis nous verrons. Pas de problème avec la voiture. Avec le ton que tu as utilisé, je suis comme pas sûr si c'est pas un appel obscène ou un appel cochon. C'est vrai que c'est le destin qui nous a réunis. Oui. Laisse-moi réfléchir. Fait que là, on devine que Monique parle au téléphone en ce moment puis que c'est comme un peu louche qu'est-ce qu'elle dit. Et encore une fois, Bjorn nous l'a joué avec brio. Je te le dis, mon Oscar, là, je l'attends. C'est moi qui te le remets. Oui. Avec fierté. Lara court vers une autre pièce, secouée, et surprend Nelly en train de se battre contre quelque chose qu'elle veut cacher dans une boîte. Elle cède la pièce sèchement à Lara, malgré ses excuses. Lara prend alors le combiné pour écouter la conversation de Rachel, mais elle se fait prendre et joue la comédie. Parce qu'elle voulait écouter c'était qui parlait au bout de l'appel, puis finalement, elle s'est fait pogner. En sortant, Lara revoit Nelly qui revient chercher son tricot. Lara en profite pour demander où elle se trouvait quand elle a appelé durant l'après-midi et Nelly ne comprend pas pourquoi. Fait que là, elle dévie la question parce que c'est vrai, pendant qu'elle était partie, elle voulait demander la permission, ça pouvait inviter les gars, puis finalement, elle répondait pas au début. Après avoir passé l'heure à glacer le gâteau de Céleste, Diane n'a toujours pas donné signe de vie. C'est le thème récurrent. Diane ne donne pas signe de vie. Ouais, c'est le thème récurrent. Puis encore là, c'est Lara la seule qui semble s'interroger sur le sort de Diane. Le reste, c'est comme tout le monde pense à tout sur Diane. Le reste ne pense qu'à Pierre et à Jean. Merci les chanteuses. C'est doux à mon oreille. À mes oreilles, j'en ai deux. Ouais, ouais. Bjorn, où est ton autre oreille? Je viens de le retrouver. Okay, non, c'est correct. Les garçons arrivent et Lara dit à Monique que sa gomme lui donne l'air... Sa gomme? Sa gomme lui donne l'air d'une vache, alors celle-ci l'avale en la remerciant. Ouais. Wow! C'est un jour-up en fille. Et c'est Lara, là. Ouais, c'est ça, c'est raide en esti. Elle est dedans, elle avec Lara, là. Oui, puis Monique, elle l'avale, sa gomme. Monique, OK. C'est bon, Monique. Pierre est parfait et mentionne même devant Rachel qu'il est ravi de revoir Lara. Il n'a pas vu Diane non plus. Lui aussi, il s'en fait pour Diane, me semble. Oui, quand même. Ben parce que Lara s'en inquiète. Ouais. Le souper est délicieux et Monique se tortille devant Charles, qui n'a Dieu que pour Céleste. Ah, OK, il est rendu sur Céleste, c'est vrai. En tout cas, moi, j'aurais aimé ça à 17 ans, avoir des amis qui fait des soupers de même. Mais quoi, c'est un souper digne de mes grands-parents italiens, le poulet assaisonné au romain, des pommes de terre au four gratinées, crème et beurre, 2 plats de légumes recouverts de fromage suisse fondu, du riz sauvage, des poivrons émincés, des épices, 2 bouteilles de vin rouge, des tartes meringuées, gâteau carottes. Qui fait ça à 17 ans? Moi, je mange juste popcorn avec mes amis. Voyons donc! C'est fou pareil, là. Écoute, je suis comme si... Je suis sans mots. Moi, j'ai dit, my God, à 17 ans, avoir des amis de même, là, je serais gâteau de la barouette. Ça, c'est du McDo. Puis moi, je mange plus le soir, puis j'ai le goût d'aller manger, là. Encore 2 bouteilles de vin, puis on a 17 ans. Ben, écoute, à 17 ans, je faisais pire aussi. Ah, ils ont encore de l'alcool? Ben oui, 2 bouteilles de vin. Mon Dieu Seigneur, j'ai tout manqué ça, moi. Si bol. Moi, pas d'envie, moi, tiens.
C'est vrai, tu l'avais déjà dit d'ailleurs que tu. Ouais. Ben, ça me donne mal au cœur. ça fait. Je pense à habitué. Pour la moitié d'une bière, une Coors Light ici, puis je le sens. J'ai une chaleur dans ma gorge. C'est très étrange. Il parle ouvertement de son temps en Allemagne. Non, on parle de Charles. Il parle ouvertement de son temps en Allemagne, durant lequel il a abattu 4 soldats. Spooky. Ouais, mais là, qu'est-ce que tu fais avec des jeunes? C'est quoi, il était dans l'armée en Allemagne, mais il doit avoir genre. Ouais, puis s'il a été dans l'armée en Allemagne, c'est ça, il doit avoir au moins 26 ans. Tu sais, c'est l'âge que moi j'y donne. Il doit au moins 8-10 ans. Puis Céleste est plus jeune, là. Elle doit avoir 14 ans, 15 ans, je pense. Là. Mes calculs de malaise! Bien que dégoûtés, les amis commencent à jouer à charade, ce qui déclenche un sentiment de déjà-vu chez Lara. Ben, charade puis Ouija, c'est pas la même chose, mais OK. Celle-ci se retire et retourne téléphoner à Roger Cormier, qui est le garde, le garde au téléphone. Roger Cormier, on se rappelle, hein, il nous a dit allô au début, qui n'a toujours pas de nouvelles de Diane. En discutant avec Lara, il déduit aussi qu'elle ne revient pas pour éviter Charles. Puis ça fait du sens, en effet, là, à ce bout-là. C'est juste que, tu sais, il faudrait qu'elle donne signe de vie pour dire qu'elle est correcte. Lara prévient qu'elle rappellera et raccroche quand le téléphone sonne à nouveau. C'est la tante de Céleste qui prétend ne pas avoir parlé à sa nièce de la journée. Céleste a dit le contraire tantôt. Après avoir accroché, Rachel est sur le pas de la porte. Elle exprime à Lara que quelque chose la fatigue au sujet de Céleste, mais n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Lara l'interroge ensuite au sujet de Diane, même conclusion. Et au sujet du colonel Sanders qui a peut-être volé leur voiture. Rachel n'est pas inquiète parce que son père a de bonnes assurances. Lara apporte alors le sujet de l'accident du passé, réouvrant une porte que Rachel ne veut pas explorer. Les jeunes jouent à charade et durant la game, Charles pince une fesse à Céleste. Hey! Le dos de 26 ans, hey, je viens d'allumer, là. Ben, c'est dégueulasse, là. Aujourd'hui, ça passerait pas, là. Ben non, vraiment pas. Mais c'est parce que j'avais pas allumé, là, qui était plus vieux. Tu sais, j'avais oublié, c'était comme 2 pages, 2-3 pages avant. Ouais. Ah! OK. Et il pince une fesse à petite. À Céleste. Dégueulasse. Shame! S'il y aurait eu des gays d'un frisson dans ce temps-là, ça se serait jamais passé de même. C'est sûr, nous autres, on en aurait fait un cas. Ah, c'est clair, là, on serait habilité. Nelly pète une coche et met le garçon à la porte. Ah, OK, c'est correct. Fait que Nelly est gay. En fait, elle est comme le gay de la place. Ben, elle a quand même des petits bons côtés, qu'on se le dit. Ouais, c'est ça. Elle n'est pas parfaite, là, mais là-dessus, je trouve moi, j'aurais fait pareil. J'aurais été une Nelly de moi-même. Ouais, mais là, je vais te décevoir parce que c'est un geste que Monique réprimande. Elle est fâchée. C'est ça, Monique, c'est pas cool. Mais tu sais, Monique, OK, pas pour prendre sa défense, mais c'est parce qu'on l'aime, là, fait qu'on va venir à son secours. Cette pauvre petite fille est tellement démunie. On peut essayer de la défendre un peu. Mais c'est ça, c'est qu'elle est fâchée parce qu'elle n'a de yeux que pour Charles, là. Elle se peut plus pour lui, fait que c'est ça. Elle pense qu'elle pense... Mais c'est weird, par exemple, parce qu'il me semble que Charles aurait dû voir Monique comme étant... Ben, d'après moi, il l'a eu déjà, c'est pour ça, là. Fait qu'il s'en fout, là. Ah, ça se peut, on sait pas, peut-être, hein? Ouais, parce qu'ils se sont connus avant, là. Oui, dans un centre d'achat. C'est ça. En plus, je me rappelle bien. Mm-hmm. Fait que, on sait pas qui s'est passé. T'en penses ces affaires au centre d'achat? Tout s'est passé là dans notre temps. Aux promenades pour nous autres, en tout cas. C'était le Carrefour Laval. Oh là là! Pareil. Oh. Nelly lui met alors la vérité en pleine figure et Charles, sourd-raide, se fait lancer une bouteille de rhum qui éclabousse Monique. Oh là là. Eh oui. Dans sa manœuvre de Soulon, Charles frappe Monique qui tombe dans le feu. Elle tombe dans le feu! Tout le monde se brûle dans ce livre-là. Sérieux, là? Avec de l'alcool sur elle. C'est comme un comeback de 8 ans. Là. C'est la même affaire, tu sais. Ben, c'est quasiment arrangé. Ben, oui. Pierre réussit à l'éteindre avant que ce soit trop grave. Mais ça reste quand même grave. Elle est tombée dans le feu, on n'oublie pas, là. Comme moi, j'en parlerai toute ma vie de ça après. Là, les autres, ça fait déjà 2 fois à 8 ans d'intervalle que du feu sur eux autres. Puis Nelly prend le tisonnier et réitère ses menaces à Charles. Lara rappelle à la station et conclut avec Roger Cormier qui, à cause de la tempête, les paramédics n'arriveront que tard en matinée.
Fait que c'est ça, ils ont appelé les ambulances parce que Monique est tombée dans le feu. Moi, je suis traumatisé ben raide, elle est tombée dans le feu, man. Je capote. Oh, Monique, hey. Pas de nouvelles de Diane. Nelly couvre les bras de Monique, le bras de Monique, comme une brûlée professionnelle et lui donne de la codéine. Parce qu'à tout ça, là, elle est habituée là, avec le feu et tout ça. Oui. Oui, puis c'est la codéine, ça gèle. Ça gèle. Puis elle en prend 2 comprimés en plus, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, Monique est tellement démunie qu'elle prend comme, tu sais. J'ai totalement sa personnalité. Céleste est bouleversée et s'est réfugiée dans sa chambre. Lara, pourquoi j'aurais pas de l'appeler Lana? C'est-tu Lana ou Lara? C'est Lara. Oui, je l'ai rebaptisé dans mon journal. Lara fond en larmes à cause de la ressemblance des événements avec le passé et se voit tout confier à Pierre depuis le début jusqu'à ce soir. Puis là, ben, si vous avez besoin de revoir qu'est-ce qui s'est passé, retournez voir la scène, c'était percutant là, tantôt. Là. Faut pas croire que ça n'a pas sorti ce film-là. Pierre est inquiet aussi pour Diane. Ah, merci Pierre. Et soupçonne un peu tout le monde. Lara explique que le feu est le dénominateur commun et commence à parler de combustion spontanée et de pyrokinétique. Puis c'est pas pyrokinétique, c'est pyrokinésie, le mot, mais dans ce temps-là, on le connaissait pas bien. Oui, moi aussi. On va te pardonner. Comment qu'elle s'appelle encore? Je regarde celui-là en anglais. Là. Il me semble qu'il y a eu des références à le film Carrie, justement. Là, Ah, c'est sûr. Ben, t'imagines-tu, toi, tu sais pas si d'une minute à l'autre, tu vas prendre en feu. Moi, ça me fait capoter. Ben, c'est quand même assez fou. Oui. Mais c'est en 85. J'avoue que c'est... Ouais. OK. Il y avait comme peut-être un mouvement de panique dans le temps. Pas le satanic panic, mais peut-être un mouvement de panique de feu ou de... Peut-être le Annick Panic. On se rappelle? Journal intime? Ah, oui. C'est resté ça, le Annick Panic. C'est bon, ça. Excellent. Ne sachant pas par où commencer, Lara suggère de retourner sur les lieux du bonhomme de neige brûlé où elle a laissé un X pour y revenir plus tard. Je l'avais pas écrit, mais c'est vrai qu'elle a fait ça pour se rappeler c'était où. Puis on parle bien du bonhomme, le 2e bonhomme de neige fondu, là, en tout cas. On n'est pas sûr que ça. Il y avait le ski de Diane. C'est ça. C'est où il y avait le ski de Diane. Okay. Le seul. Le ski, oui, le seul. S'ensuit alors une petite scène de flirt. Ah, excuse-moi, d'habitude, je pleure pas. Et Pierre avoue à Lara qu'elle lui plaît. C'est vrai, Lara, elle pleure parce qu'elle était d'habitude, je pleure pas, je sais pas ce qu'il m'a pris. Oh my God, prends-moi dans tes bras. Je suis tout oui, Pierre. Oh, peut-être. C'est le moment tendre et romantique. Ouais, la musique de Titanic, le bras dans la fenêtre, let's go. Oui. Ils vont ensuite vérifier l'état de Monique qui s'endort. Et Lara va voir Céleste dans sa chambre. Cette dernière se sent coupable et prévient Lara de quitter avant qu'il ne soit trop tard. Ça semble comme une menace. Oui. Lara retourne rejoindre le groupe quand elle entend Rachel proposer à Pierre de rester pour la nuit, ce que Nelly refuse. Mais elle a raison. Elle a raison, là, ils sont pas responsables. Là, fait que c'est mieux qu'ils soient pas là. Lara et Pierre s'apprêtent à quitter et Rachel veut les suivre. Lara lui refuse. Ça, c'est drôle. Ah non, c'est correct, tu peux rester ici. Fuck you. Ben, c'était bon, ça, parce que t'as vu Rachel... c'est ça, elle voulait comme venir faire... elle a pris son trou. Elle a pris son trou, mais elle voulait faire la merde, puis elle a pris son trou. Fait que go, Lara, go. C'est ça. Puis ça facilite les plans pour... c'est ça. En quittant, elle entend Rachel accuser Nelly d'avoir brûlé Monique on purpose. Parce qu'il y a l'alcool. Ça soulève des soupçons. Absolument. Puis là, je pense que c'est le chapitre infinissable, le chapitre 6. Oui, le 6, c'est le plus long. À la page 103. Fait que là, c'est ça, tu sais, ça a l'air vraiment long, puis c'est pas séparé par chapitre, mais il y a vraiment juste 6 chapitres. Fait que c'est un bon livre, mais c'est dur à lire à cause de ça, parce que faut que tu prévois quand même un long bout. C'est pas comme R.L. Stine que tu peux lire comme 3-4 chapitres, puis tu te sens accompli, mais t'as lu comme 4 pages, en fait. Là, c'est ça, exact. Mais des fois, j'aime ça, les petits chapitres, moi. Moi, j'adore les petits chapitres. Je me sens comme si je lisais vite, tu sais. C'est comme... Fait que, quand je lis cette nuit-là, je trouve que je lis slow, en plus, c'est comme un des premiers frissons, puis c'est écrit vraiment petit, là. Tu sais, avec les comme écrit chapitre 1, avec les 2 tirés à côté, ils ont changé ça à un certain point, là, des frissons. Oui, c'est vrai. Chapitre 6. À l'extérieur, la tempête s'est calmée temporairement. Lara s'éclaire à l'aide d'une lampe de poche pour se rendre à la marque qu'elle a laissée sur un arbre avec Pierre. Elle se met à fouiller la neige, là où il y avait des pressions, en expliquant ses théories à Pierre sur la combustion spontanée et la pyrokinétique encore. C'est drôle, la même chose vient de se passer dans le chapitre précédent.
Mais c'est drôle parce que je l'ai quand même écrit 2 fois aussi, fait que je me suis comme fait avoir. Là. En tout cas, celui-ci allume une fusée éclairante, ce qui effraie Lara, qui s'excuse d'avoir été bête lors de son sursaut. Ah, va chier! Qui s'excuse en tout cas? Ouais, mais Lara, elle est en train de flirter, là. Elle fait sa nigui, genre, j'ai besoin d'un homme. Elle va être parfaite. Elle ment ensuite sur son âge pour que Pierre l'embrasse en toute légalité. OK, on en parle. Mm-hmm. On en parle. C'est le temps. Là, ça se passe maintenant. Ah ouais. Le baiser du roman. Sa gouche a le goût de carotte. Ah, ça m'a traumatisé. Est-ce que tu voudrais embrasser un gars qui a un goût de bouche de carotte? Moi, c'est comme genre girl bye. C'est non négociable. Ben, OK. Peut-être pas une carotte à l'ail, là, mais tu sais, une carotte, c'est quand même mieux qu'un fond de bouteille ou un, tu sais, quand tu y penses, là. Bon, c'est peut-être moi qui aime moins les carottes. J'aime mieux les navets. Je sais pas, ou le chou-fleur, mais les carottes, je sais pas. Comment c'est dit dans le texte, là? Ah, tu goûtes le chou-fleur. Un goût de carotte. Je suis comme, je sais pas, moi, en tout cas, ça m'a comme fait, Non. J'avoue que c'est spécial. Bon, ben, ça se passe pas entre toi et Pierre. Le chou-fleur gratiné, ça doit être excellent. T'as peut-être des chances avec Charles. Non. Oh, non. La fusée ayant fondu dans la neige sur la glace, les 2 ados se remettent à fouiller les lieux. Il y a du noir dans la neige et Lara croit qu'il s'agit de cendres. Je sais pas pourquoi je pensais que j'avais écrit de cornflakes. Puis j'ai regardé ce que j'avais écrit, puis je suis comme, pourquoi qu'elle pense ça? Pierre tire sa révérence et remet le pistolet éclairant à Lara. Bravo, Pierre, d'avoir laissé Lara tout seul. Just saying. Là, ça c'était comme... Good move. Ben quoi, 84? Ben, c'est un good move c'est un good move du pistolet, mais de partir de même, moi, j'ai pas compris. C'est comme genre, il part puis il reste seul. Oui, parce que sinon, il va faire trop... parce qu'il faut qu'il traverse la forêt là, pour aller... puis il est tout seul aussi. Ben, j'aurais couché... en tout cas, moi, je serais couché au chalet avec Laurent. Mais l'histoire n'a pas été pareille. Fait qu'il fallait qu'il parte. Ouais, c'est ça. Fallait que ça ouais. Quand celle-ci veut lui donner son numéro de téléphone, il répond qu'il l'a déjà et qu'il prévoit la revoir. Fait que là, je suis pas sûr que je veux que tu restes avec moi, mais OK. Qui t'a donné mon numéro de téléphone? Il offre de la raccompagner une dernière fois, remarquant qu'elle boite encore. Mais Lara refuse, croyant ne pas pouvoir contrôler ses hormones. Ah! OK, c'est pour ça. OK, regarde, mon Dieu, je manque un bout, je me rappelais plus. Fait qu'elle dit, je pense pas que je vais être capable de me retenir. Fait que... Puis là, il dit... Ne m'oublie pas. Dit-elle avant qu'il se quitte. Ça le prenait. Ne m'oublie pas. Ah, on ne m'oublie pas. Tu sais, t'entends la toune de Claude Barzotti en arrière. Aime-moi! Oh, Claude. Hey, il est décédé cette année, je savais même pas. Ouais, l'été passé, j'ai... Imagine. Ouais, ça va vite. C'est triste, c'est comme l'idole à ma mère. Ma mère aussi, elle aimait bien. Elle ramasse un morceau noir et retourne tant bien que mal au chalet. Nelly est allongée sur le sofa près du feu. La ligne est coupée, mais Nelly a un cellulaire en cas d'urgence. Nelly dit qu'elle a réglé son différend avec Rachel et que tout le monde dort. Une discussion s'ensuit sur le passé durant laquelle Nelly lance plein de petites remarques insidieuses à Lara, mais dit qu'elle ne la déteste pas, bien qu'elle le devrait. Puis c'est vrai que c'est weird cette partie-là parce qu'elle dit plein d'affaires par en dessous, genre « je suis pas fâché ». Ouais, c'est comme toutes des affaires, genre je te reproche qu'est-ce qui est arrivé si t'avais pas pris la bouteille d'alcool, tout le monde aurait dû savoir que ça brûle pas. Tu sais, comme elle traite quasiment d'imbécile, tu sais, là, comme... Ouais. Moi, je trouve à ce moment-là, Lara, elle comprend à un moment donné qu'il faut qu'elle crée son camp, là, mais c'est comme là, on dirait que déjà là, me semble que moi, je serais comme... Ça fait longtemps que je serais parti de la maison. Ça a pris 6 chapitres sur 7. Oui, 6 complets. C'est ça. Presque complet. Lara fait un tour des chambres et constate de ses yeux que tout le monde dort. Fait qu'au moins, elle y avait dit la vérité. Céleste a verrouillé sa porte et refuse d'ouvrir. Lara s'endort ensuite, tentant de se convaincre mentalement que sa nouvelle amie n'est pas Carrie. Et là, ton allusion à Carrie. Ah, OK, bon. Oui. Elle se réveille en sursaut à 3 heures du matin au son de son alarme. Ça me fait penser à When the Stranger Calls Back, quand elle se fait réveiller en plein milieu de la nuit. Est-ce que c'était peurant? OK. Elle remarque que la glace cendrée a fondu et court vomir en s'apercevant qu'elle cachait un os carbonisé. C'est qui? Je sais pas si je me rappelle pas c'est qui. En tout cas, OK. Je me rappelle pas de l'os carbonisé. S'agit-il de Diane?
Lara veut partir du chalet pour aller chercher de l'aide et pense à la motoneige au sous-sol pour se déplacer plus facilement. Elle saisit le tisonnier et se lance vers les escaliers lorsqu'une odeur de kérosène emplit ses narines. « Qui es-tu, esprit malfaisant du sous-sol? » se dit-elle, pas chante. Ben, ça, le sous-sol aussi, là, depuis le début de l'histoire, le sous-sol, là, c'est la pièce secrète qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Là. Il y a comme une motoneige. Oui, mais on dit qu'il y a comme, tu sais, il y a un nouveau système de, je sais pas quoi, en tout cas pas à l'huile, je me trompe pas, là. C'est comme louche, là. Ben, c'est ça, il y a un vent froid qui vient de là. D'après moi, c'est le sous-sol des Sévigny. On se rappelle, hein, Pension infernale, tout ça, oui, le Sévigny. Ça se peut, oui. Bon, ben, c'est ça, là. Il y a un lien. Quelqu'un dépose alors un bidon d'essence et court vers la porte, mais Lara la ferme juste à temps. Lara se sauve dehors à toute vitesse. Elle a franchi une bonne distance quand la tempête et la fatigue gagnent sur elle et elle s'effondre en se faisant enterrer par la neige, à semi inconsciente devant un mur de glace. Parce que là c'est ça, là. Elle a vu quelqu'un. Fait qu'elle est partie de voir comme. Je pense même pas qu'elle a mis de manteau, rien. T'sais, elle se préparait pour partir, comme puis elle a crissé son camp solide. Je pense qu'elle a des petits souliers, des petits souliers basiques. Là. Elle a vraiment crissé son camp d'une shot. Là. Il était temps. Ben là, oui, il était temps. Là. Après une recharge dramatique, c'est ça, parce que là, c'est comme un petit moment Bella Twilight. Là, elle s'est couchée, genre, je perds espoir, je ne crois plus à rien, je pense que je vais mourir. Elle reprend le dessus et se met à fesser le mur de glace de ses mains gelées. Elle trouve le pistolet éclairant dans ses poches, mais il est gelé et refuse de tirer. Alors, elle pisse dessus et réchauffe ses mains en même temps et bang! Le fusil fonctionne. Hey! C'est fou. Elle veut vivre, la fille! Écoute, ça, c'est un de mes moments préférés, c'est excellent, c'est culte. C'est malade. Moi, je me rappelais plus de ça, mais je suis fucking impressionné. Comme quoi, la piste, ça sauve des vies. Dans le désert aussi. Hey, avoue! Mais moi, j'avais pas trippé à de laver mes mains après ça, là, par exemple. Pas trippé, tu peux même pas t'imaginer. Même quand je vais faire pipi la nuit, je me lave les mains, là. OK? C'est comme. C'est correct, c'est propre, c'est mon signe. Oui, propre. Bon ça, je suis propre. Ça, c'est vrai, je suis très propre. Propre, Bruno. Oui, c'est ça. Au moins ça, tu sais. Au moins ça. Elle retombe jusqu'à ce que quelqu'un s'approche d'elle. Elle voit que c'est Charles avant de s'évanouir. Il nous reste qu'un chapitre. Et là, c'est un page turner, là. Oh, c'est Chapitre 7. Lara se réveille en entendant les voix floues de Diane et Rachel qui la traitent d'imbécile. Elle est soulagée de retrouver Diane, mais le sentiment disparaît rapidement quand elle s'aperçoit que le groupe est ligoté au sous-sol qui empeste de kérosène. Ils sont tous attachés au sous-sol. Ça revient tout le temps dans Christopher Pike parce que la même chose se produit dans un week-end très spécial. La même chose. Ils sont tous attachés soudainement dans une pièce, c'est juste que c'est dans un studio d'enregistrement. Je l'ai, celui-là. Diane explique que c'est Nelly et non Charles qui les a mis dans cet état et bitch sur Lara qui a fait pipi dans le pantalon qu'elle lui a offert. Jalouse de ne pas s'être relâchée depuis son kidnapping la veille. Oh my God, la panique, man! C'est fou, c'est malade. Fait qu'elle a envie de chier tête. Ben là, c'est clair. Oui, ce serait très drôle. Ben là, depuis la veille, c'est sûr qu'elle a envie de chier. C'est sûr. C'est pas elle qui a mangé les sandwichs au poulet, noix de cajou, quelque chose comme ça. Là. Fait qu'elle devait avoir mal au ventre en crise. Ah, tabarnak. Oui. Hey, s'il y avait de la mayo en plus, pas aux filles. Du gâteau au chocolat en plus comme dessert, je me trompe pas. Ah, c'est que j'en veux du gâteau au chocolat comme live. Rachel explique que Nelly l'a assommé après le départ de Lara et Pierre et lance une jalousie à Lara malgré la situation. Elle explique alors que sa conversation au téléphone était avec Daniel, le nerd, afin de truquer l'élection de la reine de Bâle. Fait qu'aucun rapport avec la place. Non, c'est... Mais c'est un asti de vache pareil. Ben, tu vois que c'est la bitch qu'on disait dès le départ, Rachel. C'est ça. Sacrément. C'est alors que Céleste descend au sous-sol, les yeux braqués sur Lara qui la reconnaît enfin. Nicole! S'écrie-t-elle. Mais pourquoi qu'elle la reconnaît soudainement? C'est quoi? Ça a volé le punch un peu. J'aurais juste préféré. C'est comme qu'on l'apprenne vraiment live avec Nicole et Céleste. Pas que ce soit Lara qui l'écrit, qui dit Nicole Céleste, là, en fond. Ou tu sais qu'il faut qu'elle porte un voile tout le long, qu'il acte, ben non, parce que ça aurait fait de l'appropriation culturelle pour comme... Ouais, ça marche pas. En tout cas, ben finalement, à cause de ça,
Lara est épaisse. Allons avec ça. Cette dernière retire son tricot pour que toutes ses amies puissent voir son corps cicatrisé et explique qu'elle a faim sa propre mort pour aller se rétablir chez une tante attendant le jour de sa vengeance. Le groupe implore Nicole Céleste, parce que là maintenant c'est Nicole Céleste, son nom à partir de ce moment-là c'est Nicole Céleste, de leur laisser la vie sauve, clamant l'accident à haute voix. Nicole Céleste, les contredit, prétendant que Lara lui a lancé de l'essence. Ben, c'est un peu vrai, là, mais c'est pas de l'essence, mais c'est tout comme. C'était pas smart, en tout cas. Elle avait 8 ans. C'est du brandy. Ouais. Les filles la corrigent en disant que c'était du brandy. Hein, tu vois, t'avais raison. Fait que si on avait été là, nous, on aurait réglé ça tout de suite. Pas niaisage. Et explique que c'est Nelly qui ne voulait pas d'elle lors de la soirée et qui a épilé... Hein? Nicole... Ah, qui a épilé, pas épilé. Qui a épilé Nicole sur le Ouija. Épilé Nicole, habitant. Tu sais, elle s'est mis à épiler sa sœur, tu sais. Puis Nelly arrive devant la sœur confuse. Nelly est fière du piège et de l'atmosphère créée par ses amis qui continuent à implorer Nicole Céleste, qui, elle, se sent tiraillée entre deux vérités. Parce que Nelly a dit que c'est intentionnel de la part de Lara de l'avoir brûlée, puis les autres disent que c'est ça, que c'est Nelly qui éplait. Mais tu sais, pourquoi soudainement ils savent que c'est Nelly qui l'éplait, mais qu'ils ne savaient pas dans le temps? Tu sais, pourquoi là, soudainement, Exactement. ils gang up dessus? C'est un peu boiteux. Ben, tu sais, écoute, ils sauvent leur vie, là. Ils font tout pour sauver leur vie, là. Moi, j'aurais fait pareil, j'aurais fait pire, j'aurais dit 10 fois pire. Ouais, avec raison, c'est vrai. Elle décide alors qu'elle veut tout arrêter, ce qui impatiente Nelly, qui lui ordonne d'aller l'attendre sur la véranda pendant qu'elle crisse le feu aux filles. Lara lui dit « Au revoir, Céleste. » afin de faire appel au divin de son nom, et ça fonctionne. Oh là là! C'est tellement Touched by an Angel. Ouais, ça, c'était un peu... Non, on adore ça. Moi, j'aime ça, la quétaine. Nicole se rappelle des souvenirs où Nelly exerçait sa méchanceté sur elle et comprend alors qu'elle a été manipulée par sa evil sister. Ouh. Elle détache Lara quand Nelly recommence ses méchancetés au moment présent. Lara s'empare du pistolet éclairant plein de pisse et détache ses amis. J'ai ajouté le plein de pisse parce que je m'en rappelle, tu vois. Elle n'a pas lavé ses mains encore, puis je capote. Ça t'a marqué la pisse. Puis en plus, je capote pour Charles. J'aime même pas Charles, mais je capote parce qu'il l'a touché. Là. Ils ont tous touché Nelly, je m'en calisse, mais tu sais. Hey boy, ils ont tous touché. Ben, je sais pas, tu sais, il y a beaucoup de germes là-dedans. Là. Okay. Lara s'empare du pistolet éclairant et détache ses amis en s'obstinant avec Nelly. À la Buffy, tu sais, là, comme machin, parler des comebacks, tu sais. On peut-tu parler du corps de Céleste Nicole? Moi, ça m'a traumatisé. Oui, je sais, je l'ai pas dit. Des bouts de chair rouge, pas de mamelon, pas de sein, des cicatrices, il y a du rouge, du vert, du jaune, puis ça... Et puis c'est écrit, là, c'est décrit, c'est ça, qu'elle ouvre sa chemise, puis qu'elle a même plus de, de poitrine, plus de mamelon, plus rien, là. C'est épeurant, là. Moi, j'ai vu ça, puis j'ai comme fait... J'étais sans mots. Elle ouvre sa chemise, c'est... ouais, les deux se mettent à vomir. Oh, God. Lara s'empare du pistolet éclairant et détache ses amis en s'obstinant avec Nelly. C'est ça. Okay. Elle tire, séparant Nelly du reste du groupe par du feu. C'est ça, elle a tiré à terre. Fait que là, il y a de l'huile à terre. Puis il y a un feu entre le groupe de filles et Nelly. Lara doit convaincre Nicole d'abandonner Nelly et fuir avec le groupe. Fait que là, Nelly va burner. Une fois en haut, Lara se rappelle que Monique est knocked out en haut et part avec Nicole pour la sauver. Elles sont incapables de réveiller Monique et sont contentes quand Diane et Rachel viennent leur porter main forte. À cause des médicaments. À la chambre. Ben oui, mais elle est knockée ben raide. Elle a pris deux pilules de codéine. C'est fort, de la codéine. C'est fort. C'est vraiment dans mes insomnies, ça, la codéine. Je peux essayer, d'ailleurs. Je vais demander à Monique s'il en reste. Le problème avec la codéine, c'est que ça constipe en tabarnak. Puis c'est vraiment pas cool. J'en prends l'autre, merci. Nicole les amène à la chambre de Lara où Rachel prend un fauteuil pour défoncer la fenêtre. Elles réussissent à sortir, mais sont projetées par l'explosion du chalet. Imagine, man, ça saute. Fait que là, imagine-toi l'autre qui est direct à côté de la fournaise en bas, tu sais, bang!
des bras, des jambes partout, tu sais, c'est comme... Mais quel bon film ça aurait fait. Je suis sûr que les années 90 seraient... C'est comme Die Hard 4, là. 5. Elle retrouve Nicole non loin en piètre état et Nellie n'a pas pu sortir. Les amis font un cercle autour de Nicole Céleste, inconsciente, lorsque le colonel Sanders arrive avec du Kentucky. Et la sauce. De la sauce. Ouais, c'est ça. Il explique que c'est Charles qui l'a prévenu de venir les aider. Il remarque qu'il manque une fille. Ça, c'est la fin du chapitre. Fait que là, c'est ça. Charles est devenu un héros. Ben, en bout de ligne, c'est ça, il a été montré comme vraiment l'agresseur, pince les fesses d'une jeune de 15 ans, un tueur de 4 personnes en Allemagne, on ne sait pas s'il y a de la guerre. Qui boit avec comme les jeunes, comme puis qui se conduit mal, là, c'est ça, là. Exact. Puis là, finalement, mais c'est lui qui sauve Lara de à un moment donné pour la ramener au chalet. À sa mort. Ouais, et après ça, on sait que c'est lui qui avise, là, en fait, la station et le colonel et tout. Mais peut-être qu'il s'est senti mal. Peut-être qu'il est arrivé dehors et qu'il a fait ça n'a pas d'allure, le comportement que j'ai eu sur des jeunes filles, comme je vais. C'est une très belle leçon de vie. Une très belle leçon. C'est ça. Puis merci cette nuit-là. Oui, exactement. Alors, on y va avec l'épilogue parce que ça finit quand même bien, cette histoire-là, là, malgré tout. Il y a quand même quelque chose de bon qu'on en retire et on découvre ça dans l'épilogue, qui est à la page 147 dans le livre. Lara est à l'hôpital, dans la même chambre que Nicole, qui a reçu son congé. Qu'elle a survécu, la petite. Oui. Finalement, elle est en piètre état, mais elle a survécu. Ben, pour elle, tu sais. Pour elle. C'est comme elle a une vie de merde, Nicole. Là. Elle n'a plus de mamelon, puis elle n'a plus de sœur. Je disais non seulement comme tu dis, plus de mamelon, plus de sein, plus de sœur, plus rien, son corps est au complet, mais là, ses mains, elle a ses mains, puis son visage, je pense qu'elle est quand même pas si pire. Là, ses mains sont brûlées. Là. Tout le monde est brûlé dans ce gang-là. Non, mais tu sais. C'est pas une vie de merde. Pas que je veux rire d'eux autres, mais tu sais, faites attention, les filles. Nous sommes lundi après-midi. Le décès de Nellie est confirmé et le tout est classé comme un accident. Le secret restera caché à jamais. Lara sort de l'ascenseur pour rejoindre Pierre et le groupe qui les rejoint. Fait que c'est ça, ils se rejoignent tous. Il y a bien du rejoint. Il y a bien de la piste, bien du rejoint. Ben oui. La bande réarrange les plans pour que Lara puisse s'asseoir avec lui en voiture pour le chemin de retour et Monique pile sur sa gomme. Fin. Oh. Ouais. Ça finit que Monique est brûlée et elle pile sur sa gomme. Charles n'est pas là. C'est une belle fin, mais tu sais, c'est. En tout cas, c'est. Ben, il va se passer quoi, évidemment. Là, c'est ça. C'est la fin. Puis là, ben, nous autres, on a déjà vu la scène en plus, fait qu'on peut tout de suite passer à nos notes, puis à nos titres, puis à notre conclusion de cette nuit-là. C'est vrai qu'il était bon, par exemple. Il est différent. C'est pas un frisson comme les autres, tu sais. Non, c'est ça. Puis comme je te dis, je ne sais pas pourquoi je suis stické là-dessus, mais je trouve vraiment que ça aurait été un bon texte à adapter au cinéma. Oui. Je l'ai dit pour la 4e fois, puis j'en parle plus, là. C'est fini. Là. Comme tous les frissons. Je vais passer par-dessus. Là. Ben oui, en effet. Là. Mais je trouve que celui-là, il y a comme un build-up, là. Moi, c'est le premier souvenir d'un roman frisson que j'ai en ce moment ou de ma jeunesse, c'était ça. C'est le cover, c'est la maison, c'est la couleur. Puis même en le relisant, je l'aime autant. Je trouve que c'est un frisson qui est un peu à part des autres. Je trouve que le build-up est différent. Puis je sais pas si... C'est nostalgie. Écoute, c'est comme Halloween 4, là. C'est mon film préféré. C'est loin d'être le meilleur film au monde, on s'entend. C'est le film qui a le plus de bêtisiers et de choses qui ne fit pas et d'affaires tout croche. Mais je l'aime parce que c'est la nostalgie, là. Fait que c'est un peu le même principe, là. Michael Blow, t'en penses quoi, toi? J'ai trouvé ça drôle. Écoute, c'est rendu culte. Ils ont oublié. C'est rendu culte. Ouais, c'est tellement ridicule qu'il est rendu blond. Écoute, blond bleaché, là. Oui. C'est comme, c'est pas blond cendre, c'est blond bleaché. Ça, ouais. Mais. Blond platine. Je sais pas, écoute, je sais pas comment expliquer ça. Écoute, un de mes films préférés, c'est Jaws, mais le 4. qui est dans la mer, la revanche. Là. Oh là là! Revenge, là. Ouais, mais c'est ce que pour moi, c'est un de mes films de Noël préférés in the world parce que ça me rappelle quand j'étais jeune. Ben moi, j'aime ça dire ça parce que ça se passe à Noël au Bahamas, dans un restaurant, il y a des coups de Noël. Ouais, puis au début, mais tu vois la ville d'Amityville avec des décorations de Noël, des chorales de Noël et tout. Pour moi, c'est
c'est des souvenirs d'enfance. Là. Je sais que c'est le film considéré le pire de tous les temps de l'histoire. Ouais, là, je vais le voir. Mais moi, j'adore le 4e. Là. Écoute, je dis ça, je sais pas si tu vas regarder ça dans le podcast, là, mais là, on va me faire lancer des tomates, mais moi, j'adore ça. Non! Hey, écoute, moi, j'ai aimé I'll Always Know What You Did Last Summer, OK? Fait que... Mais c'est quand même bon. Oui, j'ai aimé ça. Bon. C'était vraiment oui, c'est les classiques de notre enfance. C'est ça. Bon, revenons... Ben oui, à cette nuit-là, parce que ça en est tellement passé. La note Goodreads est de 3.54 sur, attention, beaucoup de ratings, 3493. Fait que comme quand même beaucoup de monde là, qui l'ont apprécié et voté, parce que sa note est quand même haute pour un livre qui a autant de gens qui ont voté pour. Moi, j'ai donné 3.3, mais avec un chapitre trop long. Puis, c'est ça. C'est mon downside du livre. Mon downside, je trouve que les chapitres sont beaucoup trop longs que... Moi, je trouve ça weird de mettre mon signet dans un milieu de quelque chose qui se passe. Il y avait bien des places qu'elle aurait pu couper, qu'il aurait pu couper ça en chapitre. Toi, combien lui aurais-tu donné sur 5? Moi, j'aurais fait 3.8. Ah, bon, mais avec un petit plus. Un petit plus. Ouais, un petit plus. Vraiment pour la nostalgie puis pour les souvenirs qui sont reliés à ce livre-là et tout. Là. Puis, tu sais, je m'assume et je trouve intéressant. Écoute, je l'ai lu quand on s'est parlé il y a 11 mois pour ça. Oh là là, 13. Je l'ai lu quand j'étais 11 ou 13, je me rappelle plus. Bon, en tout cas, c'est un chiffre impair. Il y a 11 mois. Ouais, c'est... Mais je l'ai relu au Colorado en septembre quand j'ai failli mourir dans l'avion. Ah! Et je l'ai relu. Oui, ça a été l'enfer. Écoute, j'ai eu les turbulences de la mort. Oh, OK. C'est vraiment quelque chose. Seigneur. Comme vous avez pu entendre mon cri, j'y ai vraiment cru. On parlait comment ça nous fait du bien, les frissons. Oui. Après mes turbulences, j'ai passé mourir. Je suis arrivé à Denver à l'hôtel. La première chose que je fais, un verre de vin, évidemment, tu me connais déjà, et j'ai lu ça. Et ça m'a fait du bien. Je le vois même pas, ton verre de vin, fait que je l'aurais même pas. Mais oui, mais je l'ai pas ici. Mais... Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi aussi, j'en ai tout le temps un dans mon sac. Comme juste l'odeur. Partout où je voyage, j'en amène un. Exactement, puis ça fait du bien, puis... C'est chez nous. Tu files pas, t'es triste, c'est ta boute, tu lis ça un peu, puis je sais pas, moi c'est vraiment, c'est mon porte-bonheur. Il y a toujours quelqu'un de plus niaiseux que toi dans un frisson. Puis ça fait du bien de savoir. Oui, c'est vrai. C'est réconfortant, disons, T'as-tu trouvé des titres alternatifs si c'était toi qui avais comme écrit Turbulence mortelle en serait un, là, apparemment? Turbulence mortelle. Vite comme ça, écoute, c'est Tempête mortelle. Tempête de feu. Oh! Ça, c'est bon. Tempête de feu. Tempête. Ouais, ça vient de me popper du cerveau, là. Je suis comme, wow, tempête de feu. Mais tempête écrit avec T-E-M-P-A-I, accent circonflexe, T-E, parce que c'est Monique qui l'a écrit. Oui, Monique. Hey, Monique, quel coup de cœur, pareil. Oh, Monique, mais moi, j'en ai 4 titres, attention. OK. Pipi secours. Ah, c'est bon. Après ça, vengeresse défigurée. Ah, mais c'est... Hey, ça, c'est bon. En plus, je te l'ai calé dès le début. Hein. Moi, le défiguré, je triple, là. Fait que... OK, bon, d'abord, c'est peut-être de même que je vais l'appeler. C'est mon choix. D'accord. Ensuite, c'est parce que je pensais, tu sais, pour les mock covers, je pensais de l'appeler ce pipi-là. Je serais parfait, ce pipi-là. Mais le pipi, jaune il a dans sauvé la vie, quand même, peut-être, là. Oui, c'est. Hey, on va écrire ça comme tagline. Le pipi lui a sauvé la vie. Parce que tu te rappelles, elle a pissé sur ses mains et son gun. Ça l'a parti, c'est ça que Charles a trouvé, là. Ouais, mais elle n'a pas lavé ses mains. Puis Charles, on se rappelle qu'il l'a ramené vers sa tueuse. Alors, c'est débattable. Ouais, OK, le pacte du silence, jeter du brandy sur le feu. Et c'est quand même drôle parce que Brandy, elle joue dans le pacte du silence 2. Hey, c'est un bon comeback, excellent. Et le dernier, Nicole a fait pouf et n'a plus de touffe. En parenthèse, mamelon. Oui, c'est ça. Parce que finalement, on s'est confirmé qu'elle a fait pont et n'a plus de mamelon. C'est ça. Et voilà. Et c'est la fin. C'est la fin de cette nuit-là. On a fini. C'est classé. Frisson numéro 4 est élu. Exact. Alors, officiellement, dans Terreur sur le pod. Frisson sur le pod. J'ai fait. Maudit niaiseux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aïe, aïe. Cool. J'ai fait les numéros 1 à 7. Cool.
Je sais, c'est tout. C'est quoi le plaisir 8? de la vie. C'est quoi le 8? Le 8, c'est la robe de bal. Oh, hey, Et je l'ai fait pendant la saison 3, celui-là. Il était bon, me semble, lui, là. Oui, ben, il est particulier, lui aussi. Écrit par Lyle Lichtel, si je me trompe pas. Puis le premier print, c'est que tu vas avoir la gardienne en premier print. Ben, le premier print de la robe de bal, la couverture est inversée. Fait qu'elle regarde pas la robe du même bord. Oh, bon. Fun fact, là, tu as une d'impression. Non, mais on entend ça. Fait que merci beaucoup, Bjorn, d'être venu. Hey, merci à toi. C'est un privilège. Écoutez, au Patties puis à tout le monde qui l'écoute, je suis vraiment content. J'espère que vous allez aimer ça. Puis merci, Bruno. C'est vraiment un privilège d'être ici avec toi ce soir. Un gros merci. On va se reprendre, sérieux. Hey, 3 heures, Bjorn a parlé de frissons. Ça n'a pas de crise de bon sens, mais c'est cool, vraiment. Là. Il commence à neiger là, à travers ma fenêtre ici à Québec. Fait que, je sais. C'est un signe. Là, la tempête s'en vient. D'abord, on va aller faire des traces dans la neige avec nos chiens qui vont s'énerver. Et à vous, mes chers auditeurs, je vous souhaite de faire des beaux cauchemars! Regarde, j'ai même encore le collant réservé Bjorn San Giovanni. Oui, ça, c'est les anciens post-its que je me suis achetés, man. C'est fou, là! Je me rappelle, tu m'avais pris une photo de ce post-it-là, tu me l'as envoyé sur Instagram, puis tu me disais, c'est réservé à toi, Bjorn. Ça va être dans la saison 2, puis t'es comme, tu me niaises, puis c'est comme, En ce moment, là, je suis booké, comme ma saison 3, il me reste un épisode. Oh my God! Un trou. Wow. Pour saison 3, Bjorn, je me suis fait, tu sais, quand je te dis se faire prendre par surprise, là, ben c'est exactement ça. On n'est pas tout seul à être attaché à ces couvertures-là puis à faire comme aïe, ça a frappé notre imaginaire. Je pense qu'on est un Québec en grandeur en crise de quarantaine en ce moment. Toute une génération, exactement. Surtout le 35-45, c'est comme une génération qui a été marquée par les frissons. Merci, Sylvie Payette! Oui.